Mesdames, Messieurs, bonjour, Frédéric Doré, journaliste, journaliste de garde sur les questions de sol et d'eau aussi. Euh, Ce sont donc, pardon, excusez-moi, je cherchais mes mots, les 10e journées mondiales du sol, des sols, alors journée au singulier, mais qui durent 8 jours. Ce sont donc les semaines mondiales du sol, les SMS. Non, c'est en fait la blague est très mauvaise. Donc les 10e journées mondiales du sol, on va dire 2014 à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale par l'Association française des Feux du sol, dont la coordinatrice était là-bas, dont le président est en face de moi, Jacques Thomas. Tout a bien démarré par des rencontres avec des étudiants, ensuite quelques webinaires. Hier, nous avons tous pris froid, donc il se pourrait que je me mouche bruyamment, car nous avons été entraînés dans des carottages, dans des tourbières hier soir, et hier toute la journée en Sologne, et puis ensuite il y aura des ateliers, des plénières, enfin voilà, c'est une semaine intéressante où le sol devient un objet social, presque politique, où au moins on en discute, où tout le monde en discute, et ça se passe ici à Orléans cette année. L'an dernier c'était à Toulouse, et ça se passe aujourd'hui avec Marc-André Sellos. Bonjour Marc, on va pas faire comme si on allait se vous voyez, même si normalement il faut employer le vouvoiement. Hélas, on se connaît déjà, oui, et on se connaît déjà. C'est vrai, nous avons commis quelques livres. Toi, surtout, Jamais seul, L'origine du monde, le goût et les couleurs, entre autres. Non, c'est les trois. Il y en a un autre en préparation. Oui, oui, qui s'appellera, si tout se passe bien, Nature et préjugés. Nature et préjugés. Et pourquoi donc nature et préjugés? Parce qu'on a beaucoup de préjugés sur la nature, des idées comme ça, des idées reçues, et en général, elles ne sont pas complètement exactes, et du coup, elles ne nous permettent pas forcément de nous mouvoir avec aisance dans notre santé, dans notre environnement. Une des idées reçues, par exemple, c'est que le sol, c'est sale. On va y venir. Alors que notre santé vient de là, donc tu ne peux pas être complètement sale. Donc, les professeurs au Muséum national d'histoire naturelle, tu as fait des réputations sur la symbiose. Tout est venu chez toi, Belle-Île-en-Mer, en observant des champignons. C'est ça, enfin, en tout cas, la légende Marc-André Sellos, c'est ça. Tu as été, c'est vrai. ébahi par des champignons. champignons. J'essaie de donner des noms à des champignons. Ouais. Mais pourquoi les champignons? Ça, quoi de fascinant, les champignons? Bah, ils sont tous très différents. Ils sont plus différents entre eux que deux fleurs ne sont différentes entre elles, ou que la plupart des animaux, au moins ceux qu'on voit sur Terre, ne sont différents entre eux. Donc finalement, voilà, il y avait cette diversité, et ça m'a attiré l'œil. Et puis, quand il a fallu comprendre comment ça marchait, ça m'a à la fois précipité dans le monde microbien, moi je suis microbiologiste, et puis dans le sol, parce que beaucoup d'entre eux vivent dans le sol. Et la symbiose. Donc les champignons et la symbiose, pourquoi? Bah, ça, c'est un peu plus contingent dans mes études. J'ai rencontré ce concept-là, il m'a vraiment interpellé. Mais on d'ailleurs pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que souvent, des organismes d'espèces très différentes interagissent ensemble, vivent ensemble et à bénéfice réciproque. C'est ça qu'on appelle la symbiose. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais venu dans cette salle, c'était pour parler, je ne sais pas si quelqu'un est revenu de cette fois-là, si au moins un survivant, deux survivants, trois, quatre, c'était pour parler des symbioses marines. Hein, voilà. Alors c'était plutôt naturaliste. Hein. On a regardé ces symbioses-là et c'est assez séduisant. Et pour un mycologue, il y a une symbiose très importante. C'est celle entre les champignons du sol et les racines des plantes. Alors là encore, on va pas en parler aujourd'hui, mais c'est là-dessus que travaillent les équipes de recherche. C'est ces associations où la plante nourrit le champignon en sucre, le champignon fait les courses dans le sol pour la plante et exploite le sol pour elle. Ça s'appelle les mycorhizes, cette association, et c'est là-dessus que travaillent les équipes de recherche. Vous connaissez les mycorhizes d'une certaine façon parce que c'est par exemple ce qui fait qu'on n'a pas de truffes sans avoir d'arbres, ou qu'en forêt, et en forêt seulement, on trouve des cèpes, des girolles. Bah, voilà. Là, ces champignons-là sont associés aux arbres, par lequel leurs racines. Y a-t-il dans cette salle des professionnels du sol, des gens qui connaissent le sol parfaitement, qui en parlent, qui le vulgarisent? Enfin, que je connaisse mon public, n'hésitez pas à lever la main. Oui. Alors, y a-t-il des gens qui ne connaissent rien au sol? Ouais, voilà. Et ben voilà. Il y a un malin qui lève la main alors qu'il connaît ça par cœur. Bon. Donc, c'est pas un défaut de pas connaître le sol. C'est pas un défaut tout à l'heure. C'est sale, on n'en veut pas, c'est pas transparent, donc on sait pas ce qu'il y a dedans. Et en plus, on va sans doute le découvrir. Ce qu'il y a dedans, bah, c'est trop petit pour être vu à l'œil nu. Donc même si c'était transparent, ce serait une histoire de rencontre ratée. Sauf grâce à l'Association française d'études des sols aujourd'hui et toute cette semaine. dont l'acronyme est la fesse. Enfin, voilà, c'est tout. Sauvé par la fesse. Adhérer à la fesse. Tu aimes la fesse, Marc-André?
Si je serais pas là, je serais pas là. Hein. C'est vrai. Alors, un sol, c'est quoi? Quelqu'un peut-il me donner une définition du sol? Alors, pas un spécialiste, hein, s'il vous plaît, pas les gens de la FES, de l'ADEME, de l'INRAE, Courage. ici. Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition là, j'allais dire de la FES, une définition du sol, monsieur? Qu'est-ce que vous pensez, hein? Tout simplement un support physico-chimique. C'est déjà pas mal. Ensuite, monsieur. Je dirais de la terre et des animaux. Hein? Monsieur. Une interface vivante entre l'atmosphère et la lithosphère. C'est la partie sur laquelle on possède. La partie sur laquelle on pose ses pieds. Et il y avait madame. Une petite épaisseur dans laquelle des graines et du vivant peuvent s'installer. Marc-André, ça te va? Il manque quelque chose. Oui, ben, alors, toutes ces définitions sont. Vous savez, les définitions, c'est jamais vrai ou faux. Hein. On la pose sur la table. Mais par rapport à l'usage qu'on en a, toutes ces définitions ne sont pas fausses. Certaines sont incomplètes. C'est vrai que support physico-chimique, ben oui, là, ok. Mais enfin, c'est vivant et donc d'autres ont insisté là-dessus. Il y a aussi le positionnement entre l'atmosphère et le sol. Et de fait, il y a des composants venus de l'atmosphère, ben, comme de l'eau, et des composants venus du sol, des petits morceaux de rocher là. Mais il y a aussi de la vie. Et la vie, c'est la mort, hein, il faut le savoir. Ça se termine comme ça, pour le cas où vous l'ignoreriez. Et donc, comme il y a de la vie dans le sol, ben, il y a aussi de la matière organique morte. Des restes de feuilles, des restes de vers de terre, des restes de hérissons, beaucoup, des restes de morceaux de bois, des choses comme ça. Et donc, aussi de la matière organique, parce que cette vie, ben, elle a aussi son pendant de mort, voilà. Et l'ensemble de tout ça, c'est effectivement très mince, quelqu'un me disait, c'est assez évident, parce que si vous dessinez la Terre à la taille d'un ballon de football, bon, football, allez, vraiment un ballon de football, en fait, à cette échelle-là, vous ne pouvez pas voir le sol. N'importe quel trait visible de vos yeux sera trop épais pour vous montrer ce qu'est le sol. Mais néanmoins, il y a dans le sol entre 25 et 60% des espèces vivantes. Ça dépend des auteurs, ça dépend des analyses, mais ça veut dire que c'est un endroit qui est bourré de vie. Et en fait, chaque fois qu'il y a des êtres vivants, ils modifient leur milieu. Ils émettent des gaz, ils en consomment d'autres, ils bougent, ils remuent. Et en réalité, dans le sol, comme il y a beaucoup d'êtres vivants, ben, il se passe beaucoup de choses. Et toutes ces choses qui se passent, eh ben, elles influent la composition de l'air, elles influent le cycle de l'eau, on va en reparler, elles transforment les roches, elles transforment la matière organique qui est dans le sol. Et en fait, le bilan de tout ça, c'est que ça crée le monde où on vit, parce que ça fait le climat, ça fait le cycle de l'eau, ça fait même la fertilité de l'océan, on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, ça fait pousser les plantes, et donc ça fait notre nourriture. En C'est fait, aussi important que ça. Il n'y aurait pas de vie sur Terre sans le sol. alors, il y aurait sans doute une vie, il y a eu une vie sur Terre, sur les continents, avant les sols, mais c'était plutôt des croûtes de micro-organismes, un peu comme on a sur les façades, vous savez, quand on a des fissures un peu grisâtres, c'est des croûtes de bactéries qui font un peu de photosynthèse, plutôt qui les mangent quand elles sont mortes. Mais ça c'est pas un sol. Ah, c'est un mini-sol. C'est un mini-sol. Et c'est un sol qui fait un pouillème de millimètres. Maintenant qu'il y a des sols vraiment épais, tu fais bien de m'en prendre, hein, c'est des formes minimalistes de sol, mais maintenant qu'il y a des sols épais, bah, il y a la vie telle qu'on la connaît et il y a nous. Donc, en quelque part, c'est l'origine du monde. Non pas que le monde n'aurait pas existé sans cela, mais c'est l'origine du monde tel que nous le connaissons et tel qu'il nous est vivable. Et ça, il faut s'en souvenir. Parce que si on abîme les sols, c'est la vivabilité du monde qui est en jeu. C'est un écosystème ou c'est un organisme vivant? Bah, c'est une somme d'organismes. Une somme d'organismes n'est pas exactement un organisme, c'est un écosystème. C'est-à-dire que ça a des propriétés qui ne sont pas celles d'un organisme. Un organisme, il est régulé. Hein, il a des mécanismes forts qui ont été sélectionnés dans l'évolution de ses ancêtres pour que les choses se passent bien, pour que la concentration en sucre, la température, par exemple, soit régulée. L'écosystème, il n'est pas régulé. Il peut avoir de la résilience, il peut être capable de revenir à l'équilibre quand le sol qu'on sèche, hein, quand on le réhydrate, et ben, à l'automne, il y a quand même des champignons qui poussent en forêt, alors que l'été, éventuellement, était très sec. Donc, il y a des résiliences, oui. Mais il n'y a pas de règle que ça doit être toujours pareil. Personne ne s'occupe vraiment du fait que les fonctions du sol soient remplies. Ce qui fait elles peuvent dériver. Et demain, il pourrait y avoir, je donne un exemple, balancer des hydrocarbures et des métaux lourds sur un sol. Alors là, il n'y a plus de carottes qui vont pousser, il y aura plus de plantes, mais il y aura des bactéries tolérantes aux métaux lourds qui mangent ces hydrocarbures bien putride, et il y aura toujours un sol. Okay, il y aura toujours quelque chose de vivant. D'accord, donc aucun sol n'est mort?
Donc le sol n'est pas un organisme, il n'est pas régulé de lui-même. Du coup, ça veut dire que nous, c'est à nous de le maintenir dans des conditions où il remplit les fonctions qu'on veut de nous. Sinon, il va dériver vers autre chose. Mais quand certains disent que les sols sont morts, c'est vrai ou c'est faux? Alors, ça a été un lancement d'alerte utile, de dire que les sols étaient morts, mais je ne connais pas de sols morts. Moi. La preuve qu'ils ne sont pas morts, c'est que. Alors, c'est pareil, le sol n'est pas mort parce que ce n'est pas un organisme, c'est des organismes qui sont morts. Mais je ne connais pas de sol où il n'y a pas de vie, parce qu'en fait, je ne connais pas de sol qui ne respire pas. Oui, les organismes qui sont au sol, ils respirent, donc ils consomment de l'oxygène et ils émettent du CO2. Prenez un petit morceau d'un sol quelconque, il y aura toujours, on a plus ou moins, toujours une consommation d'oxygène et une libération de CO2. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sol mort, mais il y a plus ou moins d'êtres vivants dedans, et leur diversité permet plus ou moins de réaliser les fonctions du sol. Par exemple, vous voyez la fertilité qui permet aux plantes de pousser. Par exemple, il y aura ou non ces fameux champignons qui aident les racines à se nourrir. Et donc, ce sera plus ou moins propice à la production agricole, à l'émission de gaz à effet de serre ou au stockage de carbone, enfin, ou à la rétention de l'eau, parce que c'est une des fonctions des sols sur lesquelles on va souvent se revenir. Et les fonctions ne seront pas les mêmes. Et pour nous, ce qui compte, c'est que les fonctions vitales pour nous, pour notre environnement, soient remplies. Donc, ce qu'on veut, c'est que le sol fonctionne bien. Ce qu'on appelle un sol mort, c'est un sol qui ne remplit plus les fonctions qui nous intéressent. D'accord, c'est très anthropomorphique. Ça dépend où il fait. Mais c'est quand même vachement important. Je vois que les petits au premier rang, ils ont tous envie que notre monde soit vivable pour eux comme il a été pour nous. Pourquoi ça, cette fonction essentielle du sol, on l'a oubliée ou on la méconnaît ou on ne la connaît pas tout à l'heure? On a dit, quelqu'un dit dans la salle, le sol, c'est une surface sur laquelle on pose ses pieds. Et effectivement, on a, pendant très longtemps, et je pense encore aujourd'hui, l'essentiel de la population pense que le sol, c'est juste une surface. Bah, tu fais bien de reprendre ça parce que c'était effectivement une des définitions pas fausse mais incomplète. Effectivement, il y a une surface au sol, ça c'est clair. Souvent, dans des expressions comme coucher même le sol, le droit du sol, on pense à la surface. Mais il y a une troisième dimension, une profondeur. D'ailleurs, le sol n'est pas homogène quand on s'enfonce. Hein. Plus on s'enfonce, plus on est loin de l'air, donc moins il y a d'oxygène. Plus on est loin de l'apport de feuilles mortes ou de parties mortes d'organismes, donc moins il y a de matière organique. Mais plus il y a de ressources minérales, et souvent plus il y a d'eau parce qu'elle coule dans le sol. Donc souvent il y en a plus au fond qu'en surface. C'est très hétérogène, le sol, ça a une profondeur. Et le problème du sol, je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on le voit souvent comme une surface, car, oui, on le voit, hein. Je ne sais pas si vous réalisez que 95% de votre champ visuel est intercepté par le sol. Pour vous prendre des pas en allant en l'air. Notre regard, il est intercepté par le sol, mais il est intercepté par la surface du sol. On voit ce que le sol n'est pas transparent finalement et on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. On ne voit pas ce qu'il y a dessous parce qu'il n'est pas transparent, et puis parce qu'on a aussi beaucoup d'habitants qui sont en dessous de la taille visible à l'œil nu. Et donc, même si c'était transparent, ça ne passerait pas. Mais il s'ajoute à ça un préjugé culturel qui n'est pas commun dans toutes les civilisations, mais qu'on trouve dans beaucoup de situations. Le sol est sale. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, nous avons été agriculteurs un petit peu tous. Puis, l'efficacité de la production alimentaire augmentant, on a eu d'autres fonctions qui sont devenues un peu plus prégnantes. Et donc, on a pu devenir ouvrier. À un moment, devenir ouvrier, c'était s'extraire de la terre aussi. Hein, c'était un devenir. Puis après, on a pu devenir en grande quantité bourgeois. Parce que c'était une façon de s'extraire. Vous voyez, alors on a toutes ces couches de fonctions qui sont apparues, les unes, elles ne sont pas apparues du jour au lendemain, mais elles ont été peuplées les unes après les autres. Et quelque part, le point de départ historique, c'est un peu celui qui n'a pas réussi à atteindre une autre fonction dans la société. Donc le sol, il est par l'histoire de notre société associé à l'état primaire. Sauf que, on a beau être devenu ouvrier, fonctionnaire financier, politique, des paysans, ils s'en bouffent du sol, incarnés dans des légumes ou incarnés dans des animaux qui ont mangé des plantes. Mais ce qui est toujours vrai, c'est que sans ceux qui s'occupent du sol, on n'est rien. Les agriculteurs sont les nourrisseurs du monde. Et pour le coup, le sol continue d'être ce que moi j'appelle le placenta de l'humanité. Le placenta et le cimetière aussi, ça peut jouer sur notre aveuglement, notre style, la connotation, elle n'est pas bonne. C'est vrai qu'on finit dans le sol. Donc, ça peut aussi contribuer à ces connotations qui font que, voilà, quand on dit cutéreux, s'enterrer quelque part, c'est pas positif. Et c'est dommage, parce qu'en fait, tout est là. C'est là. Y compris l'eau. Et on y arrive. Justement, à l'aune de la sécheresse 2022, on n'a jamais autant parlé des sols dans les médias que tu fréquentes, comme moi.
On n'a jamais autant mis l'accent sur les sols censés être la grande bassine naturelle. Je résume, je caricature à l'extrême. Donc les sols de qualité, les sols peu travaillés, les sols vivants sont des réservoirs en eau. 60% de l'eau de surface se trouve dans les sols. 40% donc c'est les océans, les rivières, les ruisseaux, les lacs. Donc la majorité de l'eau se trouve dans le sol. Pourquoi? C'est le sol lui-même, c'est la vie qui se trouve dedans. Qu'est-ce qui fait que le sol et l'eau ont constitué au fil des temps un barrière intime dont on découvre l'importance aujourd'hui? Eh ben, alors, pour vous donner un chiffre, hein, ça varie avec le temps depuis la dernière pluie et le type de sol, mais 1 m² de sol, en dessous, vous avez entre 50 et 400 litres d'eau dans le sol. C'est énorme. Et ça vient du fait que le sol, c'est une éponge. Alors, on rejoint là le côté physico-chimique, et pour l'instant, je propose qu'on rentre pas dans le détail de l'aspect vivant. Le côté physico-chimique, il est que ceci est une éponge. Il y a en fait eu un énorme changement qui s'est opéré depuis l'époque où il n'y avait pas de sol, où il y avait juste de la roche, voilà. À l'époque, quand il pleuvait, l'eau arrachait tout ce qu'elle pouvait des reliefs, et ensuite elle circulait, elle continuait à couler dans les plaines, et dans les zones horizontales, eh bien, elle épandait des caillasses, des sables, des graviers, avec des cours d'ailleurs qui changeaient d'une fois sur l'autre. C'est la dynamique des oueds. Quand il pleut dans le désert, c'est rare, mais quand il pleut, l'eau arrache tout. Et là, ce qui est assez amusant, c'est que dans les déserts, l'eau file tellement vite qu'elle n'a pas le temps de s'évaporer. Même qu'il fait chaud et plutôt sec dans l'air, on a 20% d'évaporation. Et ça, c'est ce qui se passait avant que les premiers sols n'apparaissent. Puis, quand les plantes sont apparues sur Terre, les sols sont nés avec elles. C'est la poule et l'œuf, hein, les plantes et les sols. Et ces sols qui sont là maintenant, ils font que, en fait, aujourd'hui, dans nos régions, 80% de l'eau s'évapore. En fait, elle est retenue dans le sol, l'eau. Et là, il y a des plantes qui prennent l'eau et qui l'évaporent. Vous savez que les plantes évaporent l'eau parce que c'est comme ça qu'elles montent la sève, hein, c'est-à-dire qu'elles montent au passage non seulement l'eau, mais aussi les sels minéraux qu'elles ont arrachés au sol. Et cette évaporation-là, elle consomme de l'énergie solaire et ça fait qu'il fait frais sous les arbres, une fonction de l'arbre en ville par exemple, ou que quand on mange les fesses dans l'herbe, elles sont humides après, hein, humides et fraîches. C'est qu'en fait, les plantes évaporent. Et donc, 80% de l'eau repart par évaporation. C'est un chiffre qui est variable, hein. Je vous donne ce chiffre, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais en tout cas, l'idée, c'est que, par contre, la fraction qui va vraiment ruisseler, elle est moindre. Parce que on a des trous, et dans ces trous, l'eau est stockée. Alors, et ça a deux conséquences importantes, ça. Et vous allez voir que ça fait le monde. Pour le coup, c'est un moment où on voit émerger le monde. On reviendra peut-être après sur où est l'eau dans le sol, mais d'abord, j'ai mon eau qui s'évapore. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle s'est évaporée? Eh ben, elle repleut ailleurs. Et là, elle se réévapore et elle repleut ailleurs. Quand on dit ailleurs, c'est où? Vous avez des grands courants d'air, par exemple, des courants atmosphériques qui ont une direction préférentielle. Sur l'Amazonie, ils viennent du nord-est, ils vont vers le sud-ouest. Chez nous, ils viennent de l'ouest, ils vont vers l'est. Donc, le long de ces circulations atmosphériques, vous avez de l'eau qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Et c'est comme ça que, en France même, 25% de ce qui pleut, alors qu'on n'est pas loin de la mer. Nous, on n'est pas loin de là où l'eau de pluie vient en fait de la mer. Et ben, chez nous, en moyenne, parce que c'est pas pareil à Brest et à Strasbourg, en moyenne, 25% de l'eau qui pleut, c'est de l'eau qui est sortie d'un sol qui avait un peu plus à l'ouest. Un peu plus à l'ouest, mais à quelle échelle? On a tendance à penser que là où l'eau s'évapore, au-dessus d'une forêt, au-dessus d'un champ, d'une prairie, elle va retomber dessus. Ça, c'est pas le cas en zone tropicale avec les pluies du soir. Tu sais, quand il pleut à 6 heures en zone tropicale, c'est juste que comme le soleil se couche, la température baisse et l'eau se condense. Donc ça, c'est la pluie de 6 heures en milieu tropical. Mais en général, l'eau qui s'est évaporée, elle a été entraînée par l'air. Elle repleut plus loin. On ne demande pas la distance moyenne. Mais quand même, 70% de l'eau qui pleut à Vladi. Je vous avais dit, ça va être pénible. Hein. Bon. Non, mais donc, tout ce que je peux te dire, par exemple, pour te fixer un chiffre, c'est qu'on dit souvent que 70% de l'eau qui pleut à Vladivostok, c'est l'eau de l'Atlantique. Parce que, oui, à force d'aller d'ouest en est, voilà. Donc, ça fait des rivières atmosphériques. Et puis, le deuxième type de rivière que ça fait, c'est que cette eau, les sols retiennent l'eau, mais comme ils peuvent, quoi. Elle finit par sortir. Attends, excuse-moi, rivière atmosphérique, c'est pas la même chose que les grands courants aériens comme les vents d'ouest? Ça les suit. Ça les suit. Mais c'est l'idée qu'il y a de l'eau qui circule dedans. Donc, on a le vent, et derrière, on a une rivière atmosphérique. C'est ça, le vent, en fait, entraîne ces circulations d'eau qui s'évapore, se recondense, s'évapore. Et puis, tu as aussi les vraies rivières, quoi, les rivières physiques, les rivières qui nous entourent, parce que l'eau finit par trouver le chemin de la rivière, et donc, la rivière coule entre deux pluies, ce qui n'est pas le cas dans les déserts, ce qui n'était pas le cas avant.
Et puis elle coule toujours au même endroit parce que son cours est assez régulier. Non seulement il est soutenu entre deux pluies parce que les sols approvionnent un lien, mais en plus, bah, quand il pleut, beaucoup, pas très beaucoup, hein, là ça peut être difficile, mais quand il pleut beaucoup, ben, l'eau, elle est absorbée par les sols, elle passe pas tout de suite dans les rivières, donc vous n'avez pas de crues violentes. Vous avez donc des rivières qui sont à la fois permanentes et avec un cours régulier grâce au sol. C'est important de comprendre qu'il n'y aurait pas de rivière physique terrestre s'il n'y avait pas de sol. Et c'est ce que nous racontent les oueds, c'est comme ça qu'on les appelle dans le désert, qui sont ni permanents dans leur cours physique, ni permanents dans leur écoulement temporel. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. 80% de l'eau qui tombe sur le sol se retrouve être évapotranspirée par les plantes. Mais si les plantes ne sont pas là, donc si on est en hiver, les plantes ne fonctionnent pas, sont en dormance. Alors, c'est plutôt une bonne chose. Qui va rester dans le sol. Parce que mon 80%, alors une fois de plus, hein, c'est super variable. Hein. En fait, en réalité, en France, on est entre 50 et 95%. Bon, mais ça dépend de l'endroit où on est. Je vous donnerai un chiffre d'ailleurs pour fixer les idées tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez intéressant. Et donc la question était, Si l'eau de pluie tombe sur un sol sur lequel il n'y a pas de végétation, on a un petit peu d'évaporation, mais pas beaucoup. L'eau, elle est dans le sol. Donc si on veut recharger les nappes, il pleut en hiver. Ouais. Et à ces moments-là, les nappes se rechargent. C'est pour ça que la recharge, c'est en hiver. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand la saison de végétation se prolonge parce qu'il fait beau et doux, ben, c'est un désastre. Bon, alors vous direz, comme il pleuvait pas cet automne, c'est pas grave. Mais normalement, l'eau qui pleut en fin d'automne et en hiver, c'est elle qui recharge les nappes phréatiques. Et là, on a continué à évapotranspirer. Donc, on a ajouté au déficit d'eau, voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il pleut depuis pas mal, un peu partout, donc ça recharge les nappes. Mais voilà, c'est clair que c'est surtout l'hiver que, et dans l'année, vous passez une très haute transpiration par les plantes à une transpiration relativement faible en hiver, même si vous n'avez pas labouré, tu ne pas beaucoup de feuilles. Alors, le chiffre que je voulais donner, c'est 1 hectare de forêt, 30 tonnes d'eau par jour. 1 hectare de forêt, 30 tonnes d'eau par jour. Alors, si vous comptez que, effectivement, comme tu dis, il y a des saisons où il n'y a pas de feuilles, ou bien il y a des feuilles, mais elles ne fonctionnent plus, c'est l'hiver, ou d'ailleurs la saison sèche estivale en zone méditerranéenne. Méditerranée, c'est tout l'été qu'il ne se passe rien. Vous avez 200 jours de végétation. Bon, 30 tonnes d'eau par hectare, c'est 3 mm d'eau de pluie pour cet hectare. 200 jours de végétation, ça fait donc 600 mm par an. 600 mm par an, ça tombe bien. En dessous, il n'y a pas de forêt. Vous avez des formes type garrigue ou savane. Au-dessus, vous avez une forêt et l'excédent va dans les nappes et dans les rivières. 600 mm, ça fait 600 litres. Ça fait 3 baignoires. Ouais. Pas pour ceux qui prennent pour des bains. C'est pas un mètre de douche. Hein. Alors, sur quelle surface tu les mets tes 3 mm? 1 mètre carré. Oui, sur 1 mètre carré, d'accord. Oui. Ce que je voulais dire, du coup, j'étais coupé dans mon vivant. Pourquoi le sol retient-il l'eau? Oui, alors ça, c'est la question de savoir où est-ce qu'on met l'eau. Et c'est une question qui va nous ramener à la vie, finalement, parce qu'en fait, c'est la vie des sols qui fait qu'il y a de la place pour l'eau dans le sol. Alors, suivez-moi. D'abord, il faut des trous. En fait, il y a deux types de trous dans le sol. Les petits trous et les gros trous. On les appelle des pores. Donc, voilà, il y a des gros pores. Il n'y a pas des moyens trous. C'est petit ou gros. Bah, en fait, la définition de petit et gros pour les pédologues, elle est très simple. J'ai pas mis de Kleenex. Est-ce que quelqu'un a un Kleenex? Je bien, mais je ne te conseille pas de le prendre. Moi, tu vois, tout à l'heure, on va faire pied. Donc, j'aurais compris. Est-ce que quelqu'un aura un Kleenex ou un sopalin? Voilà. Alors, je viens de renverser mon café sur la table et je mets le bout du Kleenex dans le café. Le bout, hein. C'est absent, c'est joli. Et qu'est-ce qui se passe? Ça monte. Pourquoi ça monte? Pour les deux raisons qui font que l'eau est retenue dans les sols. La première raison, c'est que il y a des petits trous qui sont tellement petits qu'ils retiennent l'eau par capillarité. C'est le cas dans mon Kleenex. La deuxième raison, c'est que le Kleenex il est fait d'une matière organique, la cellulose, qui retient l'eau. Donc l'eau, elle monte pour deux raisons. Elle est attirée par la substance organique elle-même et par les petits trous. Ben, dans le sol, c'est la même chose. Il y a à la fois des petits trous et de la matière organique. Alors, les petits trous viennent d'où? Les petits pores, ce qu'on appelle la microporosité techniquement, c'est les trous qui retiennent l'eau par capillarité. C'est la définition. Ça, c'est quoi? C'est le ver de terre ou c'est c'est plus petit. Qui fait ces trous-là? C'est des petites bactéries qui se déplacent. C'est des amibes. Vous savez, les amibes, vous connaissez les amibes géantes sous le nom de blobs. Et la plupart du temps, les amibes, elles sont toutes petites. Hein. Elles font entre 1 centième et 1 dixième de millimètre. Et donc, quand ça se déplace, ça fait un trou. Voilà.
Ça peut être un filament de champignons. Les champignons sont faits de filaments microscopiques qui poussent et qui est mort. Ces petits trous-là sont ces petits pour retenir l'eau. Et puis ce qu'on appelle les gros pores, la macroporosité, c'est les trous. Bien sûr, l'eau peut rentrer, mais elle n'est pas retenue, donc elle s'écoule. Alors, ça dit, elle s'écoule pas si vite parce que c'est que ces gros trous-là, ils sont pas forcément très bien connectés entre eux. Donc, elle coule, mais elle coule lentement. Donc, il y a deux capacités pour un sol, celle à retenir l'eau et celle à la faire circuler. Exactement. Donc, il peut reconnaître, quand vous le remplissez complètement d'eau et qu'il contienne certains volumes d'eau, mais vous laissez l'eau s'écouler, au bout de quelques temps, il n'y a plus que de l'eau dans les petits trous. Puis les plantes commencent à se servir et elles commencent à vider les petits trous aussi. Donc, ça ne veut pas dire que les petits trous sont toujours remplis. Mais ce qu'on appelle les petits trous, les micropores, c'est ceux qui tiennent. Alors, comme les gros, ils sont faits par le vivant, et les vers de terre, c'est plutôt eux qui font les avenues. C'est que dans le vivant, c'est pas le gel, c'est pas l'ensoleillement, c'est pas des processus physico-chimiques. Avec le gel, tu peux des fois avoir des trucs qui font, voilà, mais enfin, ce que le gel fait de port dans un sol à Brest, par exemple, hein. Donc, il peut y avoir quelques agents physiques comme ça, quelques phénomènes physiques comme ça, mais c'est rare ici. Et alors, la deuxième chose, c'est la matière organique, qui est très importante pour deux raisons. La première, c'est qu'elle retient l'eau par elle-même. Définis peut-être la matière organique. C'est tous les restes d'organismes morts. Il y a dans le sol des restes de feuilles, des restes de vers de terre, c'est surtout des restes de bactéries. Alors, pour comprendre qui meurt dans le sol, on va d'abord se dire que bien sûr, il y a toutes les feuilles qui tombent, tous les restes aériens, mais surtout, il faut pas l'oublier, et ça on a tendance à l'oublier, ce qui est bien enterré dans le sol et qui va vraiment être dans le sol, c'est la matière organique des habitants du sol. C'est quoi les habitants du sol? On prend un hectare de chez nous, c'est 5 tonnes de champignons et de bactéries. Et donc, quand ils meurent, ça fait des restes tout petits. Voilà. Ces 5 tonnes de racines, quand les racines meurent, elles restent dans le sol. Et c'est pour ça que les pâtures stockent énormément de carbone. C'est que quand les animaux grossissent, la plante, elle tue les racines parce qu'elle a trop de racines par rapport à ce qu'elle peut nourrir. Ça repousse, elle refait des racines, les bestioles repassent. Bon, la racine morte, on a 10 tonnes de racines. 5 plus 5, 10. Oui, et puis 1,5 tonne d'animaux. 11 tonnes et demie par hectare. 11 à 12 tonnes, ça fait 150 à 250 moutons. Ça dépend de la taille de mon mouton. On n'a jamais autant sur un hectare. Il y en a plus en dessous qu'au-dessus. On compte qu'il y a entre la moitié et les 3/4 de la matière vivante sous terre. Et puis, il y a la matière morte, puisque ça tombe à la surface du sol ou c'est dans le sol. Et cette matière morte, c'est elle qui retient l'eau, parce que comme le coton, elle a de l'affinité pour l'eau, mais elle fait aussi un autre détail. La matière morte du sol, c'est pour ça que tu aurais pu me placer ton Kleenex tout à l'heure, je vais vous en montrer. Alors, je vous la montre. Ta crotte de nez, j'avais oublié. Je te la mangerai pas. Mais comme j'ai déjà fait ce matin, je n'ai plus beaucoup. Alors, la matière organique du sol, c'est exactement comme et tu la dédicaces à la fin de l'émission. Oui, je l'ai laissé sur la table, tu vois. Alors, le truc, c'est que ça, vous savez très bien que la morve, les crottes de nez quand c'est sec, ça a beaucoup d'affinité pour l'eau. Même en hiver, quand il y a beaucoup de condensation avec la respiration, ça devient filant parce qu'il y a tellement d'eau que... C'est un sol, ça? Dans le sol, la matière organique se comporte vis-à-vis de l'eau exactement comme la morve. Mais il y a mieux. La morve, ça colle. Je sais pas, bon, vous n'êtes jamais curé de nez, d'accord. Mais quand vous êtes curé de nez, après, vous ne savez pas trop quoi faire. Et comme... Sous la table. Voilà. Non, sous. Là-dessus. Bon. En tout cas, le truc, c'est que ça colle. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'une fois qu'on a fait un trou, il faut que les morceaux qui sont au sommet du trou, ils s'effondrent pas. Or, quand les trous sont faits par le vivant, le vivant, il sécrète du mucilage pour passer. Il sécrète une sorte de... Ça empêche les trous de s'effondrer. Si c'est un trou de racine ou un trou de champignon, les parties mortes sont là et ça en colle, ça empoisse le trou. Vous y êtes? Et du coup, le trou, il est relativement stable. Je vais vous donner un exemple de mauvais trou en termes de stabilité. C'est le trou de labour. Le labour, on dit souvent, c'est bien parce que ça aère le sol. Oui, ça aère le sol. Il y a labour et labour, 10, 20, 30 cm, c'est pas la même chose. Oui, mais quand tu mets des trous à la main ou à la charrue, tu vois, quelle que soit la proportion que tu fais, ces trous, ils sont pas faits comme les trous du sol. Les trous du sol, ils sont faits par des organismes qui s'introduisent en poussant. Donc, déjà, ils font comme vous, quand vous faites un château de sable et que vous tapotez pour que ça tienne, comme ils poussent, ils poussent les uns ensemble, et puis, comme il y a de la matière organique entre, ça les tasse, et cette matière organique, elle vient de leur reste, de leur caca, de leur mucilage. Les amibes, quand elles font un trou dans le sol, elles avalent des bactéries. Elles les digèrent comme elles peuvent, et puis, quand tout ce qu'elles n'ont pas digéré de la bactérie, elles font comme nous. Et
ça va, tout ça, c'est la merde d'amide, ça conforte les trous d'amide. C'est bien la merde d'amide, donc. Toi, t'aimes bien. Hein. Bah, parce que c'est en plus des trous qui retiennent l'eau. Donc, vous voyez qu'en plus, cette matière organique, en elle-même, elle retient l'eau, mais elle interagit aussi avec la porosité parce qu'elle est l'agent de la stabilité de la porosité. Si tu laboures, ben, il n'y a pas de matière. Tu étais dans un truc de soulèvement, tu tasses pas vraiment. Et puis surtout, ben, tu n'as pas de matière organique pour conforter tes trous s'écroulent. Il faut relabourer après. La matière organique est un liant. C'est un liant, et c'est notamment un liant qui conforte les trous. Alors, le labour, il a un autre défaut, c'est que comme on met de l'oxygène dans le sol parce qu'on l'aère, les bactéries respirent plus, et du coup, ça bousille la matière organique. On y viendra après. Mais l'eau et le sol, c'est avant tout lié à la vie, ou il y a quand même un facteur structurel, un facteur de composition chimique du sol? Alors, une bonne question. Effectivement, on n'avait pas pensé à ça quand on avait préparé l'émission. Mais c'est vrai que ça ne tient pas que à ça. Par exemple, dans un sable, quand vous avez un sol qui se développe sur un sable, bah, il y a des trous entre les grains de sable et de toute façon, il y a beaucoup d'air qui rentre et ces trous-là, bien forts, qui peut les écraser, les trous entre les grains de sable. Par contre, si vous avez un sol qui est argileux ou limoneux, ça veut dire qu'il est fait de particules beaucoup plus petites. Ces particules peuvent bien se tasser ensemble. Et là, les trous vont dépendre que de la vie, parce que ces particules ont tendance, elles peuvent s'organiser ensemble et faire quelque chose de très dense, de très bien organisé. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec le temps. Hein. C'est ce qu'on appelle le tassement ou le battement. Là, à ce moment-là, il n'y aura plus de trous. Donc, il y a certains composants du sol qui peuvent. Alors, l'excès, le sol avec beaucoup de trous, c'est l'éboulis. Quand vous êtes sur un éboulis, il y a des gros trous entre les morceaux de pierre. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a des composantes physiques qui jouent. Mais dans nos sols fertiles, qui sont des sols riches en argile ou riches en limon, là, en fait, l'essentiel de la porosité, l'essentiel des trous viennent du vivant. Mais tu as raison de rappeler que dans des sols qui ne sont pas tellement les sols agricoles, finalement, enfin, ou des sols agricoles marginaux, là, en revanche, il peut y avoir des fois une porosité qui est liée à la forme des composants du sol. Et quand on dit qu'un sol de qualité, un sol vivant, un sol qui n'a pas été labouré, qui n'a pas été abîmé, est une éponge, est un effet tampon sur le réseau hydrographique, il va se gorger d'eau et il va la restituer lentement au milieu naturel, aux nappes, aux rivières, etc. Un effet tampon un peu comme les eaux humides. C'est vrai, il y a une connexion entre le sol et le reste, ou pas du tout. Ah oui. Il faut comprendre que quand on dit que l'eau va vers les nappes et vers la rivière à partir des sols, c'est pas obligé, hein, parce qu'ils sont en quelque sorte, c'est eux qui interceptent la pluie. On comprend que finalement, la composition de l'eau dans les rivières ou dans les nappes va dépendre de ce qu'il y a dans les sols. Alors là, sur l'aspect qualitatif, les sols, ça peut être des filtres. Vous avez des particules atmosphériques qui sont précipitées au sol, mais elles sont filtrées. Vous avez des organismes qui sont dans les sols qui vont manger un certain nombre de matières. Quand il pleut, ça nettoie le ciel. Et le ciel, il est plein de matière organique. Donc un effet filtre mécanique comme un filtre à charbon et un effet physico-chimique, métabolique lié à la vie dans le sol. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a des trucs qui boulotent les trucs qui tombent avec la pluie. Il faut, les organismes vivants qui boulotent ceux qui tombent avec la pluie. Il faut que vous réalisiez que dans l'air, les plantes envoient une quantité extraordinaire de molécules qui leur permettent de repousser leurs assaillants, qui leur permettent de faire des écrans solaires. La fameuse ligne bleue des Vosges, hein, vous savez, quand dans le lointain tout est nimbé de bleu, c'est des terpènes émis par les plantes et qui leur servent de crème solaire. Donc elles émettent ça et ça empêche les UV de taper trop fort sur leurs feuilles parce qu'elles sont à la lumière toute la journée. Donc tout ça, c'est nettoyé par les pluies. Hein. Les plantes émettent 9 fois plus de particules et de molécules dans l'air que l'humanité. C'est les premiers pollueurs. Sauf que, en fait, ces molécules-là, il y a bien longtemps qu'elles sont produites, et dans les sols, il y a des trucs qui les consomment. Mais tu vas pas les retrouver dans tes nappes, tu vas pas les retrouver dans notre rivière. Et les nôtres, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les pesticides, les nitrates, les phosphates, etc., c'est filtré aussi tout ou partout. Alors, plus ou moins. Disons qu'effectivement, un filtre, il peut être encrassé. Et à un moment, quand vous avez un filtre qui est plein de merde, il en arrive autant qu'il en repart et il n'est plus capable de filtrer. Alors, le force est de constater qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va retrouver, on met dans les sols et qu'on retrouve dans les nappes. Alors, déjà, il y a les engrais. Quand on met des engrais, eh bien, on les retrouve dans l'eau et c'est ça qui fait que les rivières commencent à avoir beaucoup d'algues, ou même que sur les littoraux, comme en Bretagne, n'en déplaise à ceux qui présentent le contraire, on a des proliférations d'algues vertes.
C'est juste qu'on a mis trop d'azote et de phosphate dans les sols sous une forme qui passe dans l'eau et bientôt elle arrive à l'océan. Et même les marées d'algues brunes qu'on a dans les Caraïbes. Alors, parce qu'on parle souvent de ces marées, mais je ne sais pas si vous êtes au courant. La sargasse. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes au courant pourquoi il y a beaucoup de sargasses. Parce que l'agriculture là-bas, elle met pas tellement d'azote et de phosphate que ce soit une prolifération locale. Vous savez d'où elles viennent, ces sargasses? Alors non, mais de loin quand même. Elles viennent de la mer des Sargasses. Sargasses, voilà, qui n'a jamais été aussi grande de toute l'histoire de l'humanité. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, l'érosion des sols dans l'Amazonie. Et puis les engrais qu'on met. Et puis alors, comme les sols se barrent, alors là, non seulement il y a des sols qui partent, mais aussi les engrais. Et donc, en fait, c'est les fertilisants du Brésil qui font grossir la mer des Sargasses et qu'il y a des morceaux qui partent et qui s'échouent sur la côte est, et la côte est pour des îles Caraïbes. Voilà. Donc, ça montre, voilà. Maintenant, le sol, il fait quand même un bon boulot, parce que si on en vient aux pesticides, là, il y a une méta-analyse qui est parue dans la revue Nature il y a un bon mois, qui donne les chiffres suivants. On va les donner avec les décimales. En moyenne, quand on regarde tous pesticides compris, donc les pesticides, hein, c'est 3 millions de tonnes par an déversées dans les sols de toute la Terre. Quand on regarde ces 3 millions de tonnes de pesticides, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, l'étude a été faite sur des zones, compilant des données sur des zones qui représentent le tiers des apports totaux. Et quand on regarde ces études, on voit que, en fait, le sol en fait disparaître en bout. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui mangent ça ou qui détruisent ces pesticides à hauteur de 82%. 82%. C'est énorme. Le sol métabolise ça comme un dingue. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien ou il a transformé ça en une autre molécule. Alors, non, on peut dire que ces 82%-là, ils sont résorbés. Donc, non toxiques. Voilà. Après, il y en a 10% qui vont rester sous forme de résidus. Et ça, il en reste 8%. Pas forcément les formes. Et il y en a 7,7% qui vont dans les eaux de ruissellement. Donc, ça, c'est sur une année. Et donc, ça veut dire que quand même l'essentiel a été nettoyé. Mais quand on en met vraiment beaucoup, et ben, il en passe quand même. Alors, il en reste sur place dans le filtre, mais il en passe quand même hors du filtre. Et ça, c'est tous les sols ou c'est certains sols, certaines structures, certaines compositions, certaines formes? C'est très variable. Très variable. Et puis, c'est très variable aussi selon l'intrant. Je vais vous parler de secondes du cuivre, parce qu'on dit souvent, oui, l'agriculture bio, elle utilise du cuivre. Alors, moi, je suis mort de rire, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que l'agriculture conventionnelle, on l'utilise aussi, hein. Donc, c'est un petit peu comment on dit, l'hôpital qui est sous la charité. Oui. Donc, voilà, il y a beaucoup d'abus, hein, mais que devient le cuivre dans le sol? Ça vient être étudié en cas de la vigne. En fait, le cuivre, il s'absorbe très rapidement. Absorber, faut définir. Je veux le définir, mais c'est ce qui arrive en fait à ces pesticides qui restent. Pourquoi ils restent? Parce que ils se scotchent, ils adhèrent, ils interagissent chimiquement et ils sont indécrochables avec soit de la matière organique, soit des argiles. Et c'est le cas du cuivre, il colle à tout. Donc en fait, en dehors du cuivre qui vient d'arriver et qui est libre, qui est toxique dans le sol, parce que on le met sur les feuilles, parce qu'il est toxique et que donc il va empêcher des champignons de germer ou des insectes de venir se nourrir, le cuivre, hein, c'est quelque chose qu'on met sur les feuilles pour freiner l'installation des indésirables. Sachant que la feuille, elle a son vêtement, la plante, elle a son écorce, donc ça rentre pas trop dans la plante. Et ça empêche les méchants de s'installer. Bon, ça tue aussi les microbes et les acariens et des choses comme ça qui protègent normalement la plante. Mais bon. Quand ça arrive au sol, cette histoire-là, parce que ça ruisselle avec la pluie, eh bien, en fait, seul le cuivre fraîchement arrivé circule encore et est toxique. Très rapidement, il se fixe. Ça fait que moi, je connais les sols qui sont à 1 tonne de cuivre hectare, les sols où on a des sols de vignoble, là, on est vraiment en dégénération du cuivre, ils sont tout à fait vivants. Et il y a très peu de cuivre libre. Ce qui est problématique, c'est le cuivre de l'année. Ça conduit, c'est des méta-analyses qui ont été faites à l'INRA de Dijon, à dire le cuivre jusqu'à 4 kilos par an et par hectare, ça n'a pas un impact massif sur la vie des sols. C'est parce qu'en fait, il n'y a que le cuivre fraîchement arrivé qui est problématique, donc il ne faut pas en mettre trop, il y a une limite, mais après, de toute façon, il se fixe et il ne bouge plus. Alors, attention, il ne bouge plus si vous ne changez pas la plante que vous cultivez. Si vous changez la plante que vous cultivez, les plantes émettent des substances qui déstabilisent ces complexes et vous risquez de le relâcher. Donc ça peut être que le cuivre, c'est bien. Mais le cuivre est un exemple de ces fonctions filtres du sol et de l'immobilisation de certaines toxines. Donc, il m'intéresse le cuivre parce qu'il montre que non seulement il y a l'activité des micro-organismes qui dégradent des choses comme les pesticides, mais aussi des réactions physico-chimiques, et donc, quelqu'un parlait de physico-chimie tout à l'heure, c'est aussi vrai, qui font que
ben ça sort. Voilà, c'est le nom qu'on lui donne. Et ce mécanisme-là, il fait que, par contre, ça reste. Et que ça peut être libéré si on plante d'autres plantes. Ou justement, si on plante d'autres plantes, si on change l'usage du sol, si on laboure, si on fait ceci ou cela, est-ce que ce cuivre ou ce métal lourd, ce toxique qui est figé, ça va se retrouver décollé et à devenir embêtant pour les écosystèmes? Pour le cuivre, c'est plus dur. Pour certains pesticides, c'est assez dur. Très bien. Bon, alors là, ça dépasse mes connaissances. D'accord. Et ça va beaucoup en fonction de la molécule. Et donc, en fait, souvent dans l'eau, ce que vous retrouvez, c'est pas forcément le pesticide lui-même, encore que ça arrive, mais souvent c'est des formes déjà un peu abîmées par les micro-organismes. Vous avez peut-être entendu parler du R471811, j'espère que je l'ai mis dans le bon ordre. Bien sûr, on a entendu parler du R47. C'est un dérivé d'un pesticide interdit de 2020, je crois, la chlorothalonil. Et le chlorothalonil, tu as raison, il était toxique en lui-même, mais visiblement son dérivé dont on a découvert l'existence, dont on a dosé la présence, est encore plus toxique, et il est malheureusement très abondant même dans les eaux de poissons. On compte que plus de la moitié des eaux de consommation sont contaminées. Et alors, comme les dérivés du DDT d'ailleurs. Quelques chiffres peut-être quand même sur... alors le DDT, oui, alors... Plein de dérivés encore pire que le DDT. Il y a des trucs interdits depuis longtemps qui en fait, le PD a été dégradé ou ont été fixés et sont relâchés. Alors, il y a une étude des sols de France qui montre deux choses intéressantes. Alors d'abord, il y a une étude de la plaine de Chizé qui montre que plus de 90% des sols sont pollués dans cette plaine agricole de Chizé. Donc Chizé, on est en Charente, c'est ça? Ouais. Plus de 90% des sols sont pollués par au moins un pesticide, enfin un herbicide, un insecticide et un fongicide. Et quand tu dis ça, tu terrifies tout le monde. Pollué, ça ne veut pas dire forcément toxique compte tenu de l'état dans lequel se trouve ça veut dire que le sol, il y a ça. Il y a ça, voilà. Mais des fois, on en retrouve des résidus, aussi bien dans l'eau. Alors, les eaux, on les traite avant de les boire, ok, ça coûte cher quand même. Et puis, éventuellement, dans les produits que l'on récolte. Et puis, donc ça, c'est pour la plaine de Chizé. Bon, sachant que plus de 45% des sols étudiés ont moins de 10 pesticides voilà, détectables. Alors, à des niveaux variables, hein, qui peuvent être des niveaux pas trop toxiques. Et alors, une autre grande étude des sols de France qui a montré que, cette fois-ci, on sort de la plaine de Chizé, on échantillonne partout en France, 98% des sols de France sont pollués par des pesticides, y compris des sols que l'on n'a jamais reçus. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pesticides, quand on les pulvérise, ça part dans l'air, ça circule dans l'eau, on finit par avoir des forêts qui n'ont jamais reçu de pesticides, qui en sont incommodés. Avec un petit détail, parce que ça, c'est la première information que tout le monde a retenue de cet article. Et si on lit l'article et pas que son résumé, on arrive encore d'avoir le temps de le faire, on découvre un truc assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a là-dedans, bien sûr, des pesticides et des dérivés de pesticides qui sont interdits depuis longtemps et qui devraient plus y être. Parce que quand on met un pesticide sur le marché, on donne aussi sa durée de vie. Et la durée à partir de laquelle la moitié de la quantité mise dans le sol a disparu. Et donc, on peut calculer la durée à partir de laquelle 90% a disparu. Et figurez-vous qu'il y en a qui ne devraient plus être là, et ben ils sont encore là. Alors, vous allez me dire, ça arrive de faire des erreurs quand on annonce sur un produit des propriétés. Mais là où je démontre que c'est pas une erreur, c'est que cette durée a toujours été sous-estimée. Et si une erreur est aléatoire, des fois elle surestime, des fois elle sous-estime. Et ben on l'a dans l'os, c'est toujours sous-estimé. C'est con, non? Ce serait une malversation que ça aurait exactement l'allure de ça. Ici, j'accuse l'industrie de ne pas être à même de fournir des informations honnêtes sur ces produits. Et je dis très clairement qu'on peut aussi accuser l'État de ne pas avoir pris ça comme fonction régalienne. Néanmoins, l'industrie dit on a fait des produits qui n'étaient pas biodégradables, des polluants organiques persistants, DDT, atrazine, dieldrine, etc. Et aujourd'hui, on a le glyphosate. Eux, au moins, ils sont biodégradables, ces produits-là, justement par les fonctions du sol. Alors, pour le glyphosate, il est peut-être dégradable, mais pour le coup, il faut voir qu'au passage, ces pesticides, les organismes du sol ne font pas que les dégrader, des fois, ils les prennent dans la gueule. Et typiquement, le glyphosate, donc il peut avoir certains intérêts techniquement jusqu'à ce qu'on trouve un remplaçant pour certaines formes d'agriculture, mais dans l'ensemble, quand même, il va falloir le remplacer assez vite. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on dise pas aux agriculteurs, vous arrêtez demain, parce qu'on n'a rien à leur proposer à la place, et puis ils sont en concurrence avec la terre entière qu'on utilise. Par contre, il faut vraiment qu'on envisage d'en sortir. Il ne peut pas dire on n'en sort pas tout de suite au nom du fait qu'il n'est pas toxique, parce qu'en fait, il est toxique. Et il faut en sortir. Pourquoi? Pour les vers de terre. Il tue les vers de terre adultes.
Et puis, tue aussi les cocons. Alors, moins, parce que les cocons sont un peu emballés. Les cocons, hein, c'est les groupes d'œufs que pondent les vers de terre. C'est assez joli, la façon dont ils pondent. Ils font un peu de mucus autour de leur corps, puis ils reculent. Quand la poche de mucus passe au niveau de l'endroit où il y a les œufs, ils vident leurs œufs, ils finissent de reculer, et la poche se rétracte. Et cette petite poche de mucus, elle protège, mais elle ne protège pas complètement. Et puis, les champignons mycorhiziens, ceux qui sont associés aux racines des plantes, que moi, je tiens en cherté, parce que je les aime bien. Oui, je les aime. Oui, mais je gagne ma vie avec. Et donc, ces champignons-là, ils sont situés par le glyphosate. Alors, c'est un herbicide, c'est pas Ces deux exemples, c'est des balles perdues. Mais si tu veux, quand tu comprends qu'il y a des milliers d'espèces dans le sol, avec quelques chiffres, 1 gramme de sol, plusieurs milliers d'espèces de bactéries, 1 millier d'espèces de champignons, plusieurs centaines d'espèces d'amibes. Quand vous avez un tel zoo, et vous ajoutez une molécule, il y en a toujours allez, un 0,1% qui vont, par hasard, en être affectés. 0,1% de 1000, ça fait des morts. Ça fait un mort, pardon. Ça fait un mort par gramme. Et ça veut dire que finalement, on se retrouve avec une telle diversité que c'est pas étonnant que certains prennent comme des balles perdues des choses qui n'étaient pas faites pour les intoxiquer, eux. C'est logique. Donc, il ne faut pas que notre histoire de filtre, au passage, il y a des morts. Mais parmi ceux qui survivent à ces molécules-là, il y en a qui sont capables de les dégrader en partie. Alors, avant de donner la parole à la salle, si je résume, pour avoir des sols de qualité plein d'eau, il faut des sols qu'on laboure peu, il faut des sols où on a peu pulvérisé de glyphosate, de fongicides, il faut des sols bien vivants, des sols bien structurés. Ça s'entretient, ça s'augmente ses capacités, la capacité d'un sol, pardon, à retenir l'eau, à la faire circuler, ça s'entretient, ça se travaille, ça s'améliore, ça se crée. Alors, bon, déjà, on a compris qu'il y avait certains intrants qu'il fallait limiter, voire, quand on peut, supprimer. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur la vigne, on a des nouvelles variétés de vignes qui sont résistants à l'oïdium et au mildiou, avec des résistances multiples, très très dures à contourner pour les agresseurs, et qui réduisent d'un facteur 10 les traitements. Et les viticulteurs me disent, oui, mais la Bourgogne, c'est pinot noir. Donc, on continue à mettre 20% des intrants dans la vigne, qui couvrent 3% de la surface agricole. Et en plus, ces intrants, c'est à 80% des pesticides qui ont la potentialité, qui sont très solubles dans des solutions hydroalcooliques. Et le vin, c'est un mélange d'alcool et d'eau. Bon. Donc, la première chose, c'est de limiter les intrants. Et il y a des pistes pour le faire dans certains secteurs, au moins partiellement. Et c'est vrai aussi pour les engrais minéraux, il vaut mieux les engrais organiques. Vous allez voir pourquoi les engrais organiques sont intéressants. Parce que la deuxième chose, c'est qu'il faut que ton sol contienne de la matière organique, qui va retenir l'eau, qui va, en plus, c'est un stock de carbone, c'est autant de carbone qui n'est pas sous forme de CO2. Et pour ça, il faut à la fois en amener, et puis, il faut laisser la végétation en faire, et pour ça, il faut toujours avoir une couverture végétale. Entre deux cultures, on cultive. On cultive, et puis on broie au sol, et les racines meurent, et tu vois, c'est un apport de matière organique. Si on ajoute ça avec autant que possible des engrais sous forme de matière organique, on va refaire les sols de matière organique, mais il ne faut pas les détruire non plus. Et pour ça, il ne faut pas labourer. Pas labourer du tout. Ça, c'est un nouveau dogme, ne plus labourer, parce qu'on va passer du tout labour au sans labour. On peut travailler un peu le sol quand même. Dans l'absolu, il ne faut pas imposer au sol des mouvements où les morceaux de sol sont séparés et coulissent entre eux. Parce que ça, la vie du sol n'est pas adaptée. Or, le labour, c'est ça. Mais les écosystèmes aiment bien être perturbés, une petite perturbation. C'est quoi les perturbations auxquelles ont été adaptés les ancêtres de ces gaillards-là? C'est un trou de taupe, c'est une racine qui grandit, c'est un ver de terre qui fait son trou. À ça, ils sont adaptés. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la grelinette, un outil que je vous invite à découvrir sur Internet, qui est une sorte de... Bon, c'est en forme de U avec des dents un peu séparées, on plante, on fait tchou tchou. Ça écarte. C'est ce qu'utilisent les trufficulteurs pour aérer le sol des truffières, donc c'est compatible avec la vie des filaments de champignons du sol. Et par contre, quand on laboure, vous tuez vos champignons. On ne trouve jamais de ronde sorcière, par exemple, dans une prairie, enfin, pas dans une prairie, mais dans un champ labouré. Donc, on peut pas, il faut au maximum, et puis après, on voit ce qu'on peut faire techniquement. Là, on ne peut pas non plus faire d'occasion là-dessus, mais il faut au maximum ne pas labourer, ne pas travailler le sol. Et ça va éviter qu'il y ait de l'air, alors déjà, de tuer la vie du sol, mais aussi qu'il y ait de l'air qui rentre et que les bactéries qui survivent très bien au labour, elles, puisqu'elles sont dans les grelots, elles sont trop petites pour avoir vu le labour, elles respirent à fond. Les sols d'Europe ont perdu 50% de la matière organique depuis les années 50. Parce qu'on a labouré. Oui, c'est ça. Et puis parce qu'on en a même plus.
Donc, dans le fait qu'on n'en a plus et le fait qu'on laboure, on perd la matière organique et on perd à la fois la structure du sol, notamment la structure de la porosité, mais aussi la capacité à retenir l'eau. Et donc, quand on lit le plan haut du gouvernement, on est absolument amusé de... Alors, on n'est pas tellement amusé parce qu'on se dit, il y a des solutions qui sont au bout des doigts, mais en fait, finalement, personne parmi les citoyens, y compris les premiers d'entre eux, n'est à même de les mobiliser. Il y a un chapitre dans le plan haut du gouvernement qui porte sur le sol. Je vous mets au défi de retrouver le mot sol dans le chapitre. Il n'est pas. Alors qu'effectivement, une des façons d'avoir des sols qui, dans le manque d'eau estivale, parce qu'en gros, notre climat il évolue vers des sécheresses estivales, une des façons d'avoir des bonnes réserves en eau, c'est d'avoir un maximum de matière organique. Ah oui, mais aujourd'hui, la matière organique, on en fait du méthane. Donc, il y a une tension sur la matière organique. Et c'est peut-être pas un hasard s'il n'y a pas trop de blabla sur remettre la matière organique dans les sols, dans ce plan haut. Il y a pas un équilibre à trouver entre la matière organique qu'on laisse sur les sols et celle qu'on va destiner à la méthanisation. Tu parles d'or, mais il faudrait qu'on en parle ensemble. Mais là, les bioénergéticiens, ils ont mis la main sur le magot. Bon. Alors, en fait, donc, on résume, on laboure pas, on couvre tout le temps avec des plantes et on amène de la matière organique. Qui sera aussi un engrais en même temps. Est-ce qu'on peut amener autre chose, des spores de champignons? Est-ce qu'on peut amener de l'argile ici, du sable là? Est-ce qu'on peut modifier un sol pour augmenter ses capacités à interagir avec l'eau? Non, mais c'est une bonne question, mais entre le fait qu'il y ait des zones qui ne sont pas agricoles et où il reste des organismes vivants qui n'ont plus disparaître des zones agricoles, et le fait que, comme on le disait tout à l'heure, les sols ne sont pas morts. Pas vrai, ils sont moribonds. Il suffit d'avoir les bonnes pratiques et ça va les réveiller. D'accord? Et moi, j'aime pas trop essayer de réintroduire des trucs et de continuer à être dans une logique d'intrant. Je pense qu'il faut dans une logique d'accompagnement. Et comment on l'accompagne? C'est les sols. Ils sont moribonds, ils sont sommeilleux parce que on les a mal entretenus, mais les habitants sont là. C'est la Belle au bois dormant. Qu'est-ce qu'on fait avec la Belle au bois dormant? Pour l'embrasser. D'abord, tu ne lui fous pas des coups de charrue. Bah, ça dépend. Il peut y avoir des relations dans lesquelles, effectivement, la Belle au bois dormant, elle fait des coups de charrue, mais en moyenne, on ne la réveille pas à coups de charrue. Deuxièmement, comme elle a dormi depuis longtemps, on lui donne à bouffer, la matière organique. Et puis, quand même, avant de la réveiller douceur, on lui met des plantes, des fleurs. D'accord? Quand on l'a réveillée. C'est le principe de la Belle au bois dormant. Une plante, on la met de la matière organique, et puis on ne la bourre pas. On fait ça autant que l'on peut. C'est vrai que c'est pas toujours possible. Faire des patates sans perturber le sol, par exemple, je ne sais pas faire. Hein. Mais on fait ça autant que possible et on va réveiller ce qu'il y a là. Et surtout, si jamais on veut ensemencer, on ensemence des sources locales et on n'introduit pas des choses exotiques qui sont moins adaptées, qui peuvent devenir envahissantes. Bon, on lui fait pas la bourre, hein, la Belle au bois dormant. On lui fait pas la bourre. Voilà. Je n'avais pas pensé à ça. Ben, je savais, c'est pour ça que je l'ai dit. Après, j'aime la fesse. Qu'est-ce que vous voulez que, enfin, moi, mon esprit, il revole, il va partout. Mesdames, messieurs, a-t-il des questions? Oui, on a des remarques, des félicitations, des admonestations, des calculations. Oui. Vous avez dit que vous avez dit que les bactéries n'avaient pas eu le temps de s'adapter au labour, mais on sait qu'une bactérie, ça n'avait pas de temps, pas beaucoup moins de temps que nous à se reproduire. Est-ce que quand même dans l'histoire de l'humanité, durant l'histoire de l'humanité, il y aurait pas eu une adaptation? Est-ce que vous savez ou pas? Au contraire, j'ai dit que le labour, ça leur faisait rien parce que c'est des petites cellules qui font un millième de millimètre et bon, des fois elles sont en chaînette, donc on va aller jusqu'à 10 millièmes de millimètre, mais ça, la plupart du temps, elles sont dans les grelots. Donc elles n'en souffrent pas et c'est pour ça que les sols respirent plus après le labour. On a tué l'essentiel des habitants, sauf les bactéries et elles, et on a même des preuves qu'il y a plus d'espèces de bactéries dans un sol labouré que dans un sol pas labouré, parce qu'entre l'apport d'oxygène d'une part, et le fait qu'on a enlevé la concurrence de certains champignons dont les filaments ont été déchirés, qui sont plus là, bah, du coup, il y a des bactéries qui peuvent s'installer, qui ne s'installeraient pas sinon. Donc, les bactéries, ça va pour elles. Alors, pour les champignons, on pourrait se dire que quand même, ils se reproduisent assez vite et ils ont le temps d'évoluer. On n'a malheureusement pas beaucoup de données là-dessus parce qu'on ne connaît pas ce qui se passait avant. On arrive un peu tard, hein, ça fait longtemps que c'est labouré, mais il y a des suspicions qu'un certain nombre de groupes de champignons mycorhiziens qui sont très communs dans les sols sont peut-être en fait ceux qui sont adaptés dans le sol agricole, sont peut-être en fait des champignons qui sont justement adaptés dès le départ par hasard ou plus secondairement par la révolution. Notamment, il y a un champignon qui s'appelle Rhizophagus irregularis, qui fait des mycorhizes avec beaucoup de plantes,
qui est présent dans le monde entier. Alors déjà, c'est un peu bizarre, parce que souvent d'un endroit dans l'autre du monde, c'est pas exactement le même champignon. Mais quand on étudie son génome, on s'aperçoit que génétiquement, vous avez des degrés d'identité absolument incroyables. Et ça, c'est pas possible, quoi. Quand vous avez la même espèce partout, d'un continent à l'autre, vous finissez par avoir des petites différences dans l'ADN qui sont locales. Et là, il y a une telle homogénéité qu'on pense qu'en fait, ce truc-là a été diffusé avec la pratique du labour par les Européens dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, comme il y a des échanges avec l'Europe, il s'introduit et dans les sols labourés, et donc, peut-être que pour les champignons, il y a des preuves de ça. Après, il y a peut-être aussi des bactéries qui se sont suradaptées, mais encore mieux adaptées au labour, mais là, on n'a pas de données. En tout cas, pour les gros organismes comme les vers de terre, qui sont bectés par les oiseaux et ils ont encore du mal à s'adapter. C'est faisable. J'arrive. J'avais juste une question à vous poser. Vous êtes spécialiste en microbiologie. Par rapport du coup à tout ce qui est traitement des sols, qu'est-ce que vous préconisez qui est le plus à même de protéger les sols par rapport aux techniques qu'on entend aujourd'hui, que ce soit pour le bio ou l'agriculture de conservation des sols, et notamment tout ce qui va être agroforesterie par rapport à ça, pour aller dans le sens de cette protection? Alors, vous avez trois directions d'évolution de l'agriculture. La première que je ne vais pas détailler parce que c'est pas lié au sol, c'est tout ce qui est, enfin, c'est pas essentiellement lié au sol, c'est tout ce qui est agroforesterie, c'est-à-dire introduire des arbres au-dessus de cultures annuelles, au-dessus de petits arbustes, au-dessus de cultures maraîchères. C'est bien ça pour l'eau. Disons que je suis pas sûr que c'est vraiment un effet sur l'eau elle-même, dans le sol, mais comme il y a des arbres, les circulations d'air sont freinées. Alors, c'est pas très bon quand il y a des risques de gel tardif, parce que ça fait stationner l'air froid. Mais par contre, c'est bon quand il fait sec, parce que ça évite que l'air devienne trop desséchant. L'air qui est chargé en eau par les plantes va rester assez humide parce que c'est comme quand on souffle sur quelque chose pour le sécher. C'est le principe du sèche-cheveux, hein. Quand il y a des circulations d'air, ça sèche plus vite. Donc, ça peut aider à garder l'humidité atmosphérique ambiante qui limite la dessiccation des plantes. Mais c'est plutôt, par rapport à l'eau, c'est plutôt sur la partie atmosphérique du compartiment pour faire à la louche. Mais c'est pas mauvais pour les sols, hein, c'est pas le problème. Je vais le mettre de côté. La deuxième grande perspective, c'est celle du bio qui n'a plus d'intrants synthétiques. Notamment, le bio n'a plus d'engrais minéraux, donc il utilise du fumier, des choses comme ça. Ça, c'est super bien, on l'a dit, parce que ça amène de la matière organique. Par contre, le bio, comme il n'a pas d'herbicide, il a beau. Alors, pas sur les petites surfaces, hein. Sur les petites surfaces, tu peux faire du paillage, tu peux arracher à la main. Mais si tu fais des céréales bio, bah là, tu es obligé de labourer pour te débarrasser des mauvaises herbes, au moins un seul. Et la conservation des sols, qu'on oppose d'ailleurs les deux. Justement, la conservation des sols, on ne laboure plus. Les stocks de matière organique explosent, ce qui est très bon. La vie du sol augmente. Mais alors, au moment de semer l'année suivante, on a plein de plantes qui ont poussé. On ne peut pas labourer. Et tant mieux, puisqu'on protège le sol. Et donc, pour l'instant, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a certaines utilisations du glyphosate qui méritent un moratoire. Bah, pour l'instant, on utilise du glyphosate. Alors, je veux pas que ça dure, moi. Mais ce que je remarque, c'est que quand on laboure pas, qu'on utilise du glyphosate, de nouveau, on utilise du glyphosate, mais souvent moins que l'agriculture conventionnelle. Donc, de nouveau, c'est un procès injuste. C'est-à-dire, si vous achetez des carottes conventionnelles, vous n'avez pas le droit de reprocher aux gens qui font de l'agriculture dite de conservation, les sols, vous n'avez pas le droit de leur reprocher d'utiliser du glyphosate, parce que vous en utilisez autant que vos carottes. Mais revenons à ça. Quand on ne laboure plus, même en utilisant du glyphosate, on redresse la vie du sol de 25%. Alors, c'est évident qu'on la en biomasse. Pas tellement en nombre d'espèces, parce qu'il n'y a pas vraiment d'extinction du sol, hein. Là, on ne voit pas d'effet. Alors, si c'est 2%, mais ça peut être significatif. J'en reviens à ça, on pourrait faire mieux sur le glyphosate. Mais moi, je suis pour sortir doucement de cette histoire-là pour la raison suivante. Si on en sort en vrac demain, on va mettre un autre herbicide. Et on va le découvrir lentement pourquoi il est aussi toxique. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'on sorte au moment où on aura des solutions soit mécaniques, soit des solutions de type qu'est-ce qu'on plante comme interculture qui meurent quand on lui coupe la tête. Parce que le problème, c'est les plantes qui, quand on leur coupe la tête, elles repoussent. Si on a semé densément des trucs qui empêchent ça de s'installer et qui, eux, meurent quand on leur coupe la tête, c'est bon. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi des perspectives dans qu'est-ce qu'on va planter après la récolte pour l'hiver. La recherche travaille là-dessus. Oui, l'INRAE travaille là-dessus, mais avec pas beaucoup d'argent parce que, en fait, les programmes de recherche qui ont été proposés sont minuscules
et ne sont pas assez intenses pour irriguer tout le territoire, pour être des programmes de recherche placés dans des territoires, des productions et des sols définis. Voilà. Donc, hein, c'est demain on rase gratis, la sortie du glyphosate proposée par le gouvernement. C'est juste, plus le temps recule, plus on va. Et d'ailleurs, vous savez, courageusement, la France, elle nous rappelle l'agriculture, veut supprimer le glyphosate. Pour cette raison, dit s'est abstenu de voter au niveau européen. Ça fait sourire. Enfin, ça ferait sourire si c'était pas bête. Mais il faut pas sortir trop vite parce que sinon, la solution sera une alternative chimique juste plus coûteuse. Il faut vraiment sortir du geste chimique. Alors, en fait, on voudrait une agriculture bio de conservation, mais ça, c'est encore à construire. Notons que ça existe déjà, notamment dans des petites parcelles de maraîchage où on peut, soit mécaniquement, soit par des paillages, simplement lorsqu'on amène la matière organique, on peut arriver à remplacer le labour pour l'herbicide. Ça s'appelle l'agriculture biologique de conservation, c'est joli, parce que les initiales, c'est ABC. Et ça utilise beaucoup de main-d'œuvre quand même. Un peu plus, mais le but, ce serait que ça n'utilise pas beaucoup plus et que ce soit jouable sur les grandes surfaces. Et pour des cultures à faible valeur ajoutée. Une question ici. Alors, pourquoi a-t-on créé les engrais chimiques? Un peu hors débat, mais vas-y, c'est pas une idée. Pourquoi est-ce qu'on en Pourquoi on les a créés? Mais c'est exactement comme les pesticides. C'était, ils ne souriez pas, pour sauver l'humanité. Et les gens qui ont fait ça sont les sauveurs de l'humanité. Vous avez peut-être oublié qu'en Europe, en gros, la récurrence des famines, c'est 5 à 7 ans. Tous les 5 à 7 ans, il y a des gens qui crèvent de faim ou qui mangent pas bien en Europe au 19e siècle. Et avec les engrais, puis avec les pesticides, on va arriver à réguler ça. Sauf que là où la quantité n'est plus un problème, c'est la qualité, aussi bien de l'environnement que de la santé, et notamment celle des agriculteurs, qui devient un problème. D'accord? Parce que les pesticides, c'est surtout les agriculteurs qui trinquent. Donc, Agrican, AGRICAN, l'étude Agrican, c'est sur Internet, vous découvrirez les effets de la santé des agriculteurs. C'est la fac de Caen et l'INSERM et la MSA, donc c'est des sources qui sont à la fois engagées en agriculture et engagées en médecine. Donc, c'est bon. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a des problèmes qualitatifs sur cette agriculture, il faut les résoudre. Mais ça, c'est l'histoire du progrès. Comme disait Lévi-Strauss, hein, le progrès consiste à résoudre les problèmes posés par ce qu'on a appelé, juste avant, le progrès. C'est habituel et au passage, ça nous montre que nos bonnes solutions, là je gesticule en disant, toi aussi tu gesticules des fois en disant conservation, elles vont appeler des problèmes, il faut qu'on soit vigilant à les résoudre aussi, car il n'existe pas de panacée. Simplement, clairement, je trouve qu'on bouge, et c'est plus les sauveurs de l'humanité que ceux qui nous proposent de prolonger ces solutions inacceptables. Mais elles nous ont sauvés. Solutions devenues inacceptables, mais comme tu dis, elles nous ont sauvés. Oui, deux bras sont levés en même temps. On entend dire et on dit parfois que Cuba, qui a été privé de produits chimiques pendant de nombreuses années, a su mettre en place une agriculture top modèle pour ce qui concerne la protection des sols. Est-ce que vous auriez des éléments là-dessus? Moi, je connais pas bien Cuba, mais je pense qu'il y a eu deux problèmes. Le premier problème, c'est celui de l'approvisionnement en engrais. Et le deuxième, c'est que en climats tropicaux, sur les sols tropicaux, quand vous labourez, en fait, vous foutez en l'air le sol beaucoup plus que chez nous. Chez nous, ça prend plusieurs millénaires. Pour faire très simple, chez nous, il y a l'argile qui joue un rôle important et les sols sont épais. Enfin, la partie nourricière des sols est épaisse. Au milieu tropical, les sols sont beaucoup plus épais. Ils peuvent faire jusqu'à 100 mètres d'épaisseur. Mais la partie nourricière est très superficielle et il n'y a pas beaucoup d'argile. Enfin, en tout cas, là où il n'y a pas d'argile, eh bien, quand on laboure, on bousille tout. D'ailleurs, la destruction de la forêt amazonienne, pour convertir ça en zone de culture, il ne faut pas imaginer que c'est des néo-arrivants qui font ça. La plupart du temps, c'est des gens qui ont fait l'exploitation, ils ont fait de l'agriculture comme en Europe, les sols se sont barrés, dans d'ailleurs, c'est très bon pour les sargasses, et puis après, ils sont obligés de redéfricher pour avoir de nouveau une surface où il y a du sol juvénile qui vont abîmer pareillement. Et donc, moi, je connais mieux le Brésil. Au Brésil, c'est là que sont nées vraiment les pratiques détaillées sur des très grandes surfaces. Au Brésil, on a presque 30% de la surface agricole qui se passe du labour. Quelqu'un me contredit ou affine? Là où on cultive du soja OGM, en fait, on ne touche pas au sol. Souvent, parce que
pas. Hein. Et donc là-bas, ils ont développé effectivement puissamment ça, parce que là, c'est évident que le labour mène dans le mur, mais à très court terme. Donc ça, c'est les deux facteurs favorisants. Puis un troisième facteur favorisant, qu'on oublie, et qui montre que le labour n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est que les précolombiens, donc historiquement, il y a dans les régions d'Amérique du Sud, peut-être moins vrai dans la Caraïbe, mais il y a des agricultures qui ont monté des civilisations que vous connaissez, parce que vous connaissez les monuments qu'elles ont laissés, des agricultures qui étaient des agricultures non labourées, parce que je vous rappelle que les Amérindiens, ils n'étaient pas entrés dans l'âge de fer, donc ils n'avaient pas de charrue, et puis ils n'avaient pas d'animaux de trait, ils avaient des animaux de bas comme les lamas, mais, et les bigognes, mais ils n'avaient pas d'animaux de trait. Donc ils n'ont jamais labouré. Donc on est, en fait, nous on retrouve la charrue, on ne veut pas labourer, il y a eu des agriculteurs non labourés. Et ça, c'est un facteur favorisant. Mais après, je ne connais pas le cas précis de Cuba. On l'évoque souvent, hein, j'ai souvent entendu dire ce que vous m'avez dit. J'ai pas eu la force d'aller chercher la vidéo sur ça, et je ne suis jamais allé à Cuba, donc je ne peux pas. Au sujet du labour, toujours. Le labour a été créé à peu près, je crois, en même temps que l'agriculture. Pourquoi n'est-elle, et c'est vraiment une question, j'ai jamais trouvé de réponse là-dessus, pourquoi n'a-t-elle été remise en cause que récemment, en tout cas dans notre civilisation? Ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a des agriculteurs qui sont nés sans labour, déjà. Et là-bas, il y a aussi un truc intéressant, je vous parlais de couvre-sol, hein, c'est-à-dire de plantes qu'on installe et qui occupent l'espace et qui empêchent les indésirables. Bon, c'était la courge. Dans le système agricole, qui est aussi le nom d'un système alimentaire qu'on appelle la milpa, ou les trois sœurs, où vous plantez du maïs dessus, ensuite vous plantez du haricot qui va grimper dessus. Bon, ça vous fait une source de protéines, une source d'amidon, c'est bon. Et puis vous mettez des courges. Et on n'a pas forcément besoin de courges en termes d'alimentation, mais c'est le couvre-sol. Et ça limite les gestes de. Voilà. Donc, pour en venir à ça, il y a eu des agricultures non labourées. Pourquoi est-ce qu'on a labouré? Parce qu'effectivement, ça améliore la croissance des plantes. Ça désherbe facilement, on élimine les compétiteurs, ça aère le sol, il y a de l'eau qui rentre. Alors, le problème, c'est que les trous s'effondrent, donc il faut refaire ça l'année suivante. Mais à court terme, c'est mieux. Vous produisez plus, il n'y a pas photo. C'est plus technique qu'arriver sans labour. Sauf à un moment où vous avez tellement labouré que vous n'avez plus de matière organique, et là, vous commencez à avoir des différences de productivité parce que vous avez des problèmes de structure et de réservoir en eau. Ça a pu expliquer, donc, alors ça aujourd'hui, maintenant, dans la régression, l'épuisement des sols à cause de labour répété, ça a pu expliquer des famines? Alors, des famines. Alors, donc déjà, c'est-à-dire une chute globale des rendements à une époque. Reprécisons les choses. Donc l'idée, hein, c'est que vous augmentez le rendement, mais vous détruisez le capital, si vous avez mis le sol. Alors, ça explique les sols méditerranéens qui sont labourés depuis très longtemps. Il y a aussi du surpâturage qui n'est pas très bon en termes d'érosion, mais c'est les sols labourés, s'érodent 10 à 20 fois plus vite, les sols surpâturés s'érodent aussi plus vite, et donc les sols squelettiques méditerranéens, qui font d'ailleurs que certains pays aujourd'hui méditerranéens sont au bord de la famine s'ils n'ont pas d'importation de blé venu d'Ukraine ou du RSS, donc c'est des famines latentes, ça. Hein. Ces sols méditerranéens sont altérés par le labour. Bon. On a eu des pratiques de labour aussi qui ont provoqué aux États-Unis des problèmes d'érosion, cette fois-ci éolienne, très rapides. C'est ce qu'on le baseball, les Vancouver. Et effectivement, c'est un mec qui raconte l'histoire de ces agriculteurs ruinés alors qu'ils avaient juste fait leur boulot, qu'on leur disait de faire. Hein. Labouré dans un contexte climatique, ça ne marchait pas. Par parenthèse, Roosevelt entame un grand programme qui est à la fois un programme social et de restauration des sols, et il prononce cette phrase: une civilisation, une société qui détruit ses sols, détruit son avenir. C'est un président des États-Unis qui dit ça. D'ailleurs, pour finir, j'aurais une citation à vous faire. Il faut qu'on y pense. Mais voilà, donc là, mais c'est pas des famines liées à la destruction du sol. Les gens, ils bougent assez vite, hein, donc c'est des épisodes de nécessaire qui n'auront pas duré très longtemps. Quelqu'un a une meilleure idée? Mais ça veut dire, la question de monsieur est intéressante, ça veut dire que pendant le labour de remonter il y a 8 ou 9 000 ans, c'est-à-dire qu'on s'est trompé au regard d'aujourd'hui pendant 8 ou 9 000 ans. Et ça arrive, ça. C'est pour ça que le but, c'est pas de revenir en arrière dans l'histoire. Souvent, les gens disent: il faut revenir à la sagesse de nos ancêtres. Prenons ce que disait Sully. Labourage et pâturage sont la mêle de la France. Alors, pâturage, oui, parce que c'est ce qui permet de faire du fumier. C'est ça l'idée. C'est avec le fumier des bestiaux que vous ramassiez l'étable, que vous fertilisiez les champs. Ça, aujourd'hui, c'est très d'actualité, c'est une des sources de matière unique. Par contre, labourage, labour, c'est pas une bonne idée. Et donc, le passé mérite inventaire. C'est important, parce que mon programme n'est pas un programme passéiste.
Quand c'est juste de faire l'inventaire des bonnes nouvelles et puis des bonnes choses passées. Et donc, pour retourner là-dessus, pourquoi est-ce qu'on s'est trompé longtemps? Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il faut savoir que l'érosion à niveau global qui est liée à, alors selon les estimations, à 50 ou à 95% à l'homme et au labour, l'érosion globale, elle détruit les sols qui produisent chaque année, elle détruit les sols, une capacité à produire dans les sols qui équivaut à la production de toutes les terres arables de l'Inde. Et la raison pour laquelle ça ne se voit pas, c'est de dire, mais Marc-André, on devrait voir baisser la production globale. Mais non, on ne le voit pas parce que, un, on a une très bonne sélection variétale qui commence à être beaucoup plus distribuée dans le monde. Deuxièmement, on augmente les intrants, pesticides, fertilisants, et c'est comme ça que notre production agricole globale augmente. Enfin, augmente. Ces dernières années, plutôt stationne. Et si on regarde le détail, on voit baisser la fertilité liée au sol eux-mêmes, et c'est compensé par les surcroîts de fertilité liés aux intrants. C'est ça qui est en train de se passer. L'érosion, c'est quand la pluie tombe sur un sol nu. C'est bêtement ça. Exactement. Elle se fait de deux façons. Elle se fait par le vent. Tu sais, quand il y a de la fumée derrière le tracteur qui est en train de charruer, ben, ils sont là. Ceux qui sont là. Et puis ça se fait par l'eau. Et ça se fait par l'eau de deux façons. Ça peut se faire par un entraînement. C'est comme ça qu'on trouve dans certains régions, comme les Hauts-de-France. Et ce soir, on projette un film qui va vous montrer ça, où on voit de l'érosion. Alors, on dit un mot du film. Vas-y. Ensuite, il y aura la question de... Ça, c'est l'érosion en masse, hein. Et puis, il y a l'érosion interne, c'est-à-dire l'entraînement des particules par les eaux qui circulent dans le sol. Au cinéma Les Carmes ce soir à 19h30. Voilà, le réalisateur est là. Si vous voulez dire un mot après, je vous laisserai la parole. Hervé Payen. Tu voulais dire un mot sur le film, donc sur l'érosion dans le France. Donc voilà, l'érosion, c'est à la fois l'érosion en masse, le sol qui s'en va en surface, et c'est ça qui explique que vos rivières soient souvent, quand vous regardez l'eau dans les rivières, elles sont souvent troubles. Et ça, c'est pas normal, parce que si vous allez en forêt, là où il n'y a pas de labour, et que vous regardez les ruisseaux, l'eau, il y a des choses dedans, elle entraîne des choses. L'érosion, c'est un phénomène normal, mais pas à ce point-là. On est habitué à avoir des rivières troubles, et c'est pas normal. En tout cas, elles sont 10 fois plus troubles qu'elles ne devraient être. Et puis, il y a aussi l'entraînement dans la masse. Ça, c'est plus subtil. C'est l'idée que, comme tout était structuré, il y a des petites particules qui partent avec l'eau qui circulent dans le sol. Donc, l'un dans l'autre, vos sols disparaissent. Ça veut dire que les sols de labourés s'érodent à la vitesse des sols alpins. Alors, comme on a 5-6 mètres de limon, 3-4 mètres de limon en dessous, ça va, ça se voit pas. Mais en zone méditerranéenne, on atteint la caillasse. Et les sols méditerranéens qui entourent les grandes cités antiques, rappelez-vous bien que ces cités ont été bâties au milieu de plaines fertiles. On ne bâtissait pas les villes loin de la bouffe. D'ailleurs, regardez la carte des grandes villes en France, cette carte des zones agricoles productives. Bonjour. Vous dites qu'il faut renourrir le sol avec des matières organiques. On reproche à nos vaches de produire du méthane. Où allez-vous trouver le fumier? Question à vouloir abolir l'élevage, Moi, je ne suis pas pour l'abolissement de l'élevage, parce que l'élevage, il me fournit deux choses. Il me fournit des fumiers, puis quand les bestioles viennent brouter, c'est des désherbants. Vous savez qu'il n'y a pas de désherbants utilisés dans le vignoble néo-zélandais. Les fameux moutons néo-zélandais, il y a un moment de l'année où on les fait déferler dans la vigne avant que les feuilles ne sortent, et le mouton s'attoura. Il y a des châteaux bordelais qui utilisent des troupeaux de moutons pour entretenir leur ligne sans pesticides. Donc, moi, j'ai besoin de l'élevage, et j'en ai aussi besoin parce que nous sommes construits, nous humains, pour manger 15 à 25 kilos de viande par personne et par an. On peut très bien ne pas manger de viande en faisant bien attention à la diversité alimentaire par ailleurs, et si on est absolument végane, en faisant quand même tous les 5 à 10 ans une analyse de sang pour voir si on n'a pas de manque. Mais en même temps, si on mange du sol, on a de la vitamine B12. Donc ça, c'est la solution. Donc c'est pas vegan, c'est pas flexitarien, c'est géotarien. Géophagien. Donc ça, c'est le prochain livre de... C'est ton prochain livre? On va le faire à deux si tu veux. Donc voilà. Le truc, c'est que, il y a la place pour une alimentation animale plus raisonnable. J'ai dit 15 à 25, en ce moment. Nous, on est entre 80 et 100 en France. On atteint les 120 aux États-Unis. Donc, on est dans la zone de toxicité de la viande. On se calme, on arrête l'élevage intensif, et on fait de l'élevage extensif sur les sols où on ne peut pas faire d'agriculture, des sols fertiles, mais en pente comme ça, ou des sols comme les Landes bretonnes ou les Landes du Connemara, ou les Dehesas d'Espagne où on élève le bellota, qui fait des jambons absolument à fond. On fait de l'extensif, et quand ces bestioles-là sont à la maison, on récupère leur fumier. Donc, on diminue l'élevage, et ça libérera de la place en plus pour faire
de la culture végétale. Et donc, si on a des pratiques qui ont un rendement moindre, parce qu'elles n'utilisent plus de pesticides, ben, c'est pas grave parce qu'on a plus de surface. D'accord? C'est important, hein, parce que ça veut dire que derrière, il y a la pensée d'un système plus végétarien, dans lequel, effectivement, l'impact sur le climat de l'élevage reste, mais il est moindre. Je vous rappelle, hein, les prairies, je l'ai dit tout à l'heure, stockent du carbone parce que les racines meurent chaque fois que c'est brouté. Et deuxièmement, le fumier, je le remets dans le sol, je compense l'émission des bestioles. Tu J'ai moins de racontes la bestioles. polyculture élevage des années 50. Oui. Donc, vous voyez, j'ai besoin des animaux, mais j'en mets pas trop. Ça vous va comme... Alors, effectivement, ce qu'émettent les bestiaux, hein, c'est leur tube digestif émet du méthane. 500 litres de méthane par jour pour une vache adulte. Alors moi j'ai deux questions. La première, c'est que deviennent les sols quand ils ont été imperméabilisés, donc en ville par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans le sol? Est-ce qu'il y a encore de la vie? Est-ce que c'est possible de les rendre à nouveau vivants? Et deuxième question, c'est sur les adventices. On parlait beaucoup de labour, enfin de pesticides et tout ça, mais les adventices, donc les arbres sauvages que l'on élimine en fait. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le jour où il n'y en aura plus, où on va les limiter tellement qu'il n'y aura plus de fleurs pour que les pollinisateurs puissent faire tout le boulot qui complète le boulot des agriculteurs? Comment on va faire? Alors, la première question, c'est en ville. Alors, déjà, c'est bien de s'occuper, c'est très altruiste de votre part de s'occuper des sols en ville, mais moi, mon problème, quand on imperméabilise du sol, c'est un petit peu quand même le problème de nous. Bon, l'imperméabilisation des sols, c'est le cas extrême de ce qu'on appelle l'artificialisation, qui est de couvrir le sol d'installations anthropiques. En France, c'est 5 terrains de foot par heure, nuit comprise, qui sont recouverts par l'extension de nos zones d'habitation, un tiers, l'extension de nos zones commerciales, un tiers, et l'extension de nos zones industrielles, un tiers. Zone commerciale, infrastructure de transport, c'est un tiers. Industriel, un tiers. Habitat dispersé, un tiers. Les banlieues pavillonnées. Donc, on bouffe notre sol. On a perdu depuis les années 70 10% de la surface agricole, soit l'équivalent de la surface de PACA, qui s'est retrouvée recouverte de maisons, des choses comme ça. Hier, j'étais avec une association qui essaie de se défendre contre le percement ou le survol par la ligne 18 du plateau de Saclay, qui est en pleine urbanisation, alors que le plateau de Saclay, c'est un des sols les plus fertiles de France. Berlin-Arrée a installé une station expérimentale là-bas, la station du Moulon, parce qu'il y avait des sols absolument... Alors, on retire le macadam, parce que c'est une nouvelle politique dans les villes, pour que l'eau aille directement dans le sol. Est-ce que le sol, il y a encore de la vie dedans? Alors, déjà, par rapport à nous, effectivement, vous allez récupérer une capacité d'infiltration, et dans certaines régions, ça va vous permettre de décréter des fortes pluies. Et ça, dans le sud de la France, à la Vaison-la-Romaine, ça c'est pas le cas, mais il y a beaucoup d'endroits où les inondations sont liées au fait que le sol ne peut plus assez boire parce qu'il n'est plus accessible. Donc, on récupère la fonction des pluies. Deuxièmement, on veut souvent mettre des arbres en ville. D'accord? On se dit, bah oui, parce que l'été, ils évaporent l'eau et ça lutte contre les îlots de chaleur. Il faut qu'ils boivent. Vous ne mettrez pas des arbres si vous n'ouvrez pas le béton autour pour qu'à la saison où il pleut, il y ait de l'eau qui rentre dans ce sol. Vous y êtes. Donc, si vous voulez des îlots de fraîcheur liés aux arbres, il vous faut du sol. Donc, vous voyez, deux fonctions du sol pour nous déjà. Maintenant, pour le sol lui-même, quand on le redécouvre, il n'y a plus de matière organique, il n'a plus reçu d'eau, il n'est pas mort au sens où il y a encore des microbes, mais plus beaucoup, et surtout plus très actif, et il faut le ranimer. On lui va se remettre de la matière organique. D'accord. On le remue pas un petit peu. On peut, alors, transitoirement, comme il a été compacté, on peut effectivement, pour un coup de relance, le remuer, puis le remuer avec de la matière organique pour injecter de la matière organique dedans, parce que souvent, on a enlevé la surface du sol. Mais alors, moi, je découvre, à propos de Saclay, on m'a expliqué hier que maintenant, quand on artificialise sur de grandes surfaces, en fait, on rebat le sol avec des trucs comme de la chaux et des choses comme ça, pour le rendre plus compact et plus... Donc, en fait, des zones comme l'urbanisation de Saclay, le sol qui est en dessous, alors là, lui, c'est pas juste du sol qui a été écrété de sa matière organique, c'est pire, hein. Donc, en termes de reprise de vie, c'est pas infaisable. Mais ça va être plus long. Il faut plusieurs décennies. Alors, évidemment, vous avez en tête, devant la mairie, on a enlevé le béton et on a foutu des géraniums, mais on a foutu plein de matière organique. Peut-on faire ça sur des hectares? Non. Deuxièmement, les géraniums, pourquoi on va faire ça sur plusieurs hectares? Peut-être pour manger demain, parce qu'on n'aura plus assez à manger, parce que le changement climatique aura baissé la productivité. Oui, le problème, c'est que ça apporte de matière organique. Est-ce qu'on peut les faire sur des très grandes surfaces? Non, on ne peut pas désartificialiser sur des grandes surfaces.
Deuxièmement, la fertilité obtenue, c'est bon pour des géraniums, mais est-ce que c'est bon pour des céréales? Pas forcément. Puis, l'autre problème, c'est que souvent, la ville, il y a des hydrocarbures et il y a des métaux lourds. Les métaux lourds, c'est par exemple le zinc des toits. Les hydrocarbures, il faut que vous sachiez qu'un hectare de route produit chaque année, livre chaque année au sol, alors pas directement en dessous puisque ça passe pas, mais sur les côtés, 10 litres d'hydrocarbures. Et pas des meilleurs. Quand il pleut, vous voyez les voitures qui circulent dans des gerbes de gouttelettes, c'est en train de rincer les bas de caisse et tous les cambouis et tous les hydrocarbures qu'il y a par en dessous. Vous y êtes, et tout ça, ça tombe. Et donc, ça veut dire que les sols urbains, vous les découvrez souvent pollués par des métaux lourds et ou des hydrocarbures. C'est-à-dire qu'en ouvrant, désartificialisant la ville, on risque de polluer les milieux naturels. Déjà, des fois, c'est pas respirable, c'est toxique, rien que par la volatilisation de poussière, et qu'il va falloir dépolluer. Ça prend des décennies aussi. Ça ne veut pas dire qu'un sol de ville ne peut pas redevenir productif et sain, ça veut dire que ça prend des décennies. Et que donc l'artificialisation peut être vue grossièrement comme un geste irréversible pour les prochaines générations. Et je reviens au ptio. Hein, je ne vais pas le dire trop fort, pour pas les réveiller. Ils ont bien. Cette prof, elle a des fonctions qu'il faut que je fasse ça à mon fils, hein, le soir. Mais je pense aux générations suivantes. Elles ne peuvent pas bénéficier, à grande échelle en tout cas, de la désartificialisation, ponctuellement. Alors pour les adventices, on supprime trop d'adventices, on chasse trop les adventices, du coup il y a moins de fleurs pour les pollinisateurs. Il y a des gens qui disent que les herbes, c'est ostracisant. Alors bon, ça fait chier, faut le dire. Quand elles sont là, ça produit moins. Et pour les fleurs, les insectes, ils ont qu'à les butiner ailleurs. Ça veut dire qu'il faut leur prévoir des zones où ils butinent, d'accord? Ça veut dire qu'il faut prévoir soit des fleuries, soit des zones où il n'y a pas d'agriculture et où ils butinent. Ils n'ont pas à les butiner dans notre blé. D'accord? Mon problème, c'est un aménagement du territoire où il y a des zones où on produit des choses, et je suis au passage pour qu'on produise, parce que c'est plus productif d'ailleurs, des cultures mélangées en plus, hein, genre l'agroforesterie qu'on évoquait tout à l'heure. Mais mon problème, c'est pas de maintenir à tout prix ces plantes-là dans tous les champs, c'est de les maintenir dans la biodiversité française. Par contre, je veux, dans un champ productif, avoir d'autant plus d'efficacité de production que si je suis efficace là, ça me permettra de dire, bah tiens, là, je laisse une jachère, parce que j'aurais pas besoin de cette surface-là. Après, je veux pas les tuer avec des produits chimiques. Or, vous avez pointé du doigt, c'est exactement qu'il y a un problème avec ces plantes. En gros, on est passé de 10 espèces à l'hectare de plantes adventistes dans les années 50 à 3-4 actuellement. Donc, effectivement, il y a un problème de recul des populations et même les deux seules espèces qui se sont éteintes en France et qui étaient présentes qu'en France au XXe siècle, alors, ne me demandez pas leur nom, des botanistes, je n'ai jamais vu, moi, je n'étais pas né, je crois qu'il y a un filago et puis un autre truc, bon, les deux seules espèces qui se sont éteintes en France, c'est les plantes des cultures. Donc vous avez raison, il y a un vrai problème par rapport à leur diversité, mais ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix pouvoir les voir dans nos cultures elles-mêmes, mais il faut qu'elles soient là, et il faut leur prévoir de l'espace. Après, je pense que les couvertures, pendant qu'on fait pousser les espèces cibles ou entre deux saisons, ça doit être des couvertures à la fois diverses, mais aussi choisies pour les fonctions biologiques qu'elles remplissent. Et de façon à garantir une efficacité à l'hectare telle qu'on ait aussi des zones en réserve, où là on ne touche rien. Donc moi je me sers de la biodiversité pour avoir de l'efficacité, c'est des haies aussi, d'accord? Et pour avoir assez d'efficacité, pour avoir des réserves. Bonjour, j'ai une question concernant le glyphosate. Je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais j'ai noté que vous aviez dit que demain, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas demander aux agriculteurs d'arrêter le glyphosate demain. Pourquoi? Et qu'on ne leur propose pas de solution, alors que ça fait longtemps qu'on en parle, et je crois que les solutions existent. On arrête le glyphosate demain, même tous les pesticides. Voilà. Non, mais sur les solutions, il y a des solutions, mais elles sont pas applicables. Chacune d'entre elles n'est pas applicable partout, d'accord? Et il y a encore des endroits où on ne sait pas se débarrasser un minimum des espèces obstinées. Ce que j'appelle les espèces obstinées, bon, mettons des noms, hein, ça se trouve des chiens-dents et des choses comme ça qui, chiens-dents aussi, quand on leur coupe la tête, ils repoussent. Les plantes, quand on leur coupe la tête, ne repoussent pas, ben c'est bon, ben, il suffit de couper ou de passer
un rouleau faca, un truc comme ça, hein, pour hacher tout ça. Ça fait de la matière organique au sol et puis on sonne par-dessus. Le problème, c'est ces trucs qui sont montants, quoi. Et c'est ça dont il faut arriver à se débarrasser. Pour ça, moi, je suis désolé, pour avoir bien regardé la vidéo, il n'y a pas de solution universelle encore. Ça, voilà, au XVIe siècle, on ne volait pas. Et malheureusement, on a appris à voler. Toutes les conséquences environnementales que ça. Et donc, il n'y a pas de fatalité dans ce que j'ai dit. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution simple à proposer. Et donc, la solution par défaut, ce serait de placer un autre herbicide qui serait plus cher. Or, nous avons tous, pas voté, mais nous avons tous vécu des couches de gouvernement qui nous ont imposé le libre-échange. Ben oui, non mais il faut dire juste qu'elles sont. Du coup, nos agriculteurs sont en concurrence violente avec des gens qui, eux, dans leur pays, ils utilisent le glyphosate. C'est pire d'ailleurs. Et donc, oui, le problème, c'est que, vu cette organisation, moi, je veux bien qu'on change d'organisation politique et qu'on passe au système autarcique. Moi, ça ne me gêne pas forcément. D'accord? Moi, j'achète français. Non pas par patriotisme, mais parce que j'ai plus confiance dans le type d'emploi et c'est aussi du bonheur humain qui se cache derrière. Hein. Donc voilà, mais je pense que ça va être peut-être plus facile de parler juste du glyphosate que de sortir du libre-échange. Hein. Et donc, j'en reviens à ça, dans ce contexte, on ne peut pas sortir tout de suite. Parce que nos agriculteurs, ils ont déjà plein la gueule, hein. Ils souffrent comme des bœufs, on s'en fout. Ça ne mobilise pas les foules. Mais ils souffrent déjà, et ce serait juste augmenter leur souffrance. Dernière. Alors, juste une chose, c'est que je vous rejoins par contre sur le fait que le chef va peut-être foutre du pognon là-dedans. Hein. Il faudrait même mettre un pognon de dingue pour préciser ma pensée. Pour avoir une recherche qui non seulement est une recherche qui a des moyens, mais qui est aussi une recherche qui s'inscrive dans des filières de production et des terroirs. Parce que les solutions, elles sont sans doute là, on en présume quelques-unes assez souvent, je vous rejoins aussi là-dessus. Il faut quand même des choses raisonnables, et là, c'est une histoire de recherche appliquée en lien avec les filières de production. Ne serait-ce que pour redonner confiance aux agriculteurs, leur dire, au fait, on est là, hein. Parce que l'interdiction du glyphosate, elle adviendra, ça c'est sûr. Alors, il y a deux petites dernières. Agnès Gosselin, Association française. Oui. Si la désimperméabilisation est une fausse vraie bonne idée, si la vitesse de disparition des terres agricoles est celle que vous avez dit par rapport au terrain de foot, avec le chiffre que vous avez donné, je suis d'accord avec vous. Source, ça fait. Oui. Donc, source agricole. Oui. Comment on fait? Ma question, c'est, en prenant ça en compte, comment on fait pour être sûr qu'on a suffisamment de terres agricoles dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans pour nourrir tout le monde? C'est-à-dire, je vais plus loin, comment on fait pour que les politiques, les agglomérations, les petites communes fassent gaffe à pas prendre tant de surface qu'ils prennent pour l'urbanisation, en se disant, entre autres, par rapport au dernier reportage que j'ai vu, avant le lotissement, là, il n'y avait rien. Le rien, c'était une prairie. Macron, et donc il y avait rien. Regardez, dire qu'avant, il n'y avait rien. C'est la formule de notre président visitant Saclay. C'est des trucs que je m'acharne sur lui, mais à un moment, il y a des gens qui décident dans ce pays. Hein, donc, voilà. Donc, c'est sa formule. Oui. Avant, il n'y avait rien. Oui, c'est des paysans et de la terre. Aujourd'hui, il y a quand même la loi sur le zéro artificialisation nette, qui a été sérieusement amendée par le Sénat et notamment par 3 décrets du 27 novembre, qui ont d'ailleurs changé le vocabulaire d'artificialisation. Qu'est-ce qui est artificialisé ou pas? Donc, les panneaux solaires sur un sol agricole sont considérés comme non artificialisés, comme les serres. Et les infrastructures d'importance nationale sont considérées comme étant hors du décompte. À hauteur de 12 500 hectares. Oui, mais le Grand Paris est déjà sorti du décompte. Il faut que vous le sachiez. Le Grand Paris ne rentre pas dans le décompte du zéro artificialisation nette. Néanmoins, il y a un comptage qui est fait, la machine est lancée, même si c'est atténué. C'est très, très problématique. D'abord parce que la dynamique d'atténuation, elle n'est pas pour nous, elle est pour la génération suivante, hein, c'est 2050, le zéro artificialisation nette. Et en 2030, on doit avoir divisé par 2 son rythme à soi d'artificialisation. Sur l'enveloppe urbanisée entre 2010 et 2020.
La référence, voilà, 10-20. Et ça veut dire que si vous avez été vertueux, ben, vous n'avez même pas le droit d'installer une piste cyclable. Si vous avez été un porcin, d'accord, goinfré de banlieues pavillonnaires, de zones industrielles, de zones artisanales, de plateformes logistiques, ah, c'est pas grave, les plateformes logistiques ne font pas partie du décompte. Elles ne rentrent pas dans le ZAN. Ah ben non, mais il y en a des bonnes. Hein. Donc, si vous êtes goinfré d'artificialisation, ben vous avez encore le droit à la moitié en 2030. En gros, on dit à nos enfants, c'est dans une génération 2050, hein, faites bien ce que vos anciens n'ont pas su faire. Sachant que Donc, en soi-même, c'était pas bon, hein, même avant tout ce que tu as dit. C'est sûr. Le CEREMA vient de publier une étude qui montre que 60% de l'artificialisation se fait dans les campagnes, et non plus dans les zones tendues. Alors après, et pour parler politiquement ensuite, quand on me dit que c'est ruralicide, parce que j'ai entendu que c'était ruralicide le ZAN, moi je suis désolé, quand une ville grandit, et qu'on ait la démographie à peu près constante, une autre ville disparaît. Et donc si on aime la ruralité, il faut absolument stopper la croissance des villes. Donc c'est pas ruralicide le ZAN, c'est un programme justement où la solution, j'en reviens à la solution, c'est de redynamiser des villes qui sont en déclin. C'est de redynamiser des centres-villes qui sont sous-utilisés. 10% des baux commerciaux de France, de centre-ville, sont vacants. C'est tout. Allez à Sainte-Foy-la-Grande, joyau d'architecture classique, hein, c'est très beau, c'est une ville où le moindre bâtiment te donne envie d'habiter là. Alors c'est très minéral, hein, pour le coup. Par contre, je cherchais pas la verdure, mais parce que bon, c'est classique, hein, vraiment au cordeau. Mais c'est des très beaux bâtiments et donc en fait c'est en plein déclin. Donc allez-y, hein, c'est pas loin de Bordeaux. Alors, pourquoi je vous dis ça? Et vous verrez qu'il y a des échafaudages que met la mairie pour que quand il y a des maisons qui s'écroulent, elles s'écroulent vers l'intérieur et pas vers la rue. C'est ça, c'est un peu la grande. Et donc si vous y allez par Bordeaux, vous verrez l'orgie de construction sur la rive droite, Bordeaux qui s'étend, il y a des rues partout, en zone inondable en 2050. Une dernière question, monsieur. Donc voilà, il y a des réserves. Simplement, c'est un problème d'aménagement du territoire, et c'est vrai que le ZAN, c'est encore une injonction. C'est pour ça que pour le glyphosate, je fais gaffe. C'est une injonction qui n'est pas suivie de vraiment une prise à la tripe du problème et des solutions potentielles. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce magnifique exposé. Vous avez parlé des intrants, engrais, pesticides. Bon, moi, je serais vraiment tenté d'en introduire un autre. Je pense que ce n'est pas votre domaine de compétences, c'est la finance internationale. Bon, blague à part. Est-ce que vous est-ce que vous avez une idée de la surface agricole qui est destinée à l'alimentation humaine et celle qui est destinée à l'alimentation du bétail en France? 71% de la surface agricole en Europe, et en France, ça devrait être le chiffre, est destinée à l'alimentation du bétail, sachant qu'en plus, on importe des tourteaux de soja et des choses comme ça. Donc, en fait, on a des besoins supérieurs en réalité. Et effectivement, dans moins de viande, on l'évoquait tout à l'heure grâce à une question qui a été posée, il y a aussi, la dame est partie, mais j'espère que je vais pas dégoûter avec ma réponse. Mais donc, en tout cas, le truc, c'est qu'effectivement, c'est un programme aussi, manger moins de viande pour faire plus de place à nos cultures. Alors, voilà. À propos d'alimentation, l'artificialisation aujourd'hui fait disparaître chaque année une surface qui suffit à nourrir pendant un an la ville du Havre. C'est ça le rythme de disparition en termes de bouffe. Et c'est vrai que, comme notre climat évolue, on peut s'inquiéter de voir notre capacité à produire disparaître. Et moi, je pense que dans le monde de demain, les ressources alimentaires seront des ressources stratégiques. Et ce sera chacun pour sa pomme. Ça commence à émerger, hein. Oui, on a une guerre oppose un grand pays sympathique à un petit pays démuni. Et il n'y a plus assez à manger dans notre pays. On est au bord, en fait, du moment où ça tient pas que par des rafistolages où certaines zones nourrissent d'autres zones. Ce qui n'est pas aberrant dans l'absolu, mais donc on est au bord du moment où le problème, c'est un problème d'autonomie alimentaire. Voilà, donc effectivement, le bétail, on en nourrit beaucoup, nos terres, c'est surtout nourrir du bétail. Et dans le monde, le chiffre, il est moins prononcé parce que nous, occidentaux, on y va fort sur la viande, c'est 30%. Et là, c'est relativement raisonnable, mais on préférerait quand même tourner autour de 15%. Sachant qu'en fait, on voudrait surtout que le bétail soit là, on ne peut pas faire d'agriculture. Et
où on ne veut pas faire de réserve pour reboucler sur la question de madame tout à l'heure. Il y a aussi des zones où on va peut-être laisser tranquille. Le gouvernement, dans son plan de biodiversité, a promis 10%. On sait que c'est à 30% de zones protégées qu'on protège la biodiversité. 10%, c'est déjà bien. Mais voilà. Et la France est déjà à 10% pour les zones maritimes, pratiquement. Sauf que le chalutage profond est autorisé. Vous y êtes. Donc, en fait, il faut qu'on imagine une mosaïque. Et dans cette mosaïque, il y a une place pour les vaches, il y a une place pour les réserves, une place pour les mauvaises herbes aussi. Et puis, il y a une place aussi pour des zones de production végétale. Il faut mettre les paquets là-dessus. Merci, Marc-André. Je peux me ma citation ou pas? Ah, vas-y, dis-nous ta citation. Vous devinez qui c'est? Emmanuel Macron. Il illumine et il guide chaque jour. Un jeu concours. Alors oui, il faut deviner. Il y a des heures où nous éprouvons à fouler la terre une joie tranquille, profonde, comme la terre elle-même. Nous l'enveloppions, si nous l'enveloppions seulement du regard, elle ne serait pas à nous, mais nous pesons sur elle et elle réagit sur nous. Nous pouvons nous coucher sur son sein et nous faire porter par elle et sentir je ne sais quelle palpitation profonde qui répondent à celle de notre cœur. Que de fois, en cheminant dans les sentiers, à travers les champs, je me suis dit tout d'un coup que c'était la terre que je voulais, que j'étais à elle, qu'elle était à moi. Et sans y songer, je ralentissais le pas parce que, n'étant point en peine de me hâter à sa surface, chaque pas me permettait de la sentir et de la posséder tout entière. Et mon âme, si je puis dire, marchait en profondeur. Un peu plus loin. Oh, combien est plus profonde et plus poignante cette amitié de notre chair et de la terre que l'amitié errante des vagues de notre regard et du ciel constellé. Ça aurait pu. C'est pas moi. Hein. Alors ça, c'est... Moi, j'aurais pensé Colette, oui. Mais c'est pas des mauvaises réponses, tout ça. C'est Jean Jaurès, et c'est un extrait de sa thèse de la réalité du monde sensible. C'était un homme de gauche, à l'époque où il y en avait. Et il y en avait dans le Tarn. Merci Marc-André, preuve en est que... On peut ouvrir la boîte noire sans avoir peur, parler des sols et en faire un acteur, un objet social, politique, intéressant, vivant. Ça avait été fait hier par Claudie Jolivet, de façon gesticulée, comme on dit, et pas chorégraphiée, gesticulée et chantée. Tu l'as fait juste par ton verbe. On a tous envie de connaître un peu mieux le sol. Le sol qui, il y a 15 ans, personne n'en parlait. Hein. On n'y avait pas de réunion comme ça. Les JMS, d'ailleurs, n'existaient pas. La FES existait, mais les JMS n'existaient pas. Ton livre a été un des premiers pas. Ton livre a été un des premiers pas vers refaire naître une discussion autour du sol. C'est gentil. Je ne l'avais pas demandé. C'est gentil. D'ailleurs, je t'ai interviewé longuement. Et tu as fait ensuite la postface d'un autre livre que j'ai écrit, un livre sur les véganes. Le véganisme. Bon, bref, on est en affaires, quoi. On est en affaires un petit peu. Non, mais c'est vrai, il y a 15 ans, on n'en parlait pas des sols. Et aujourd'hui, on en parle même en télé depuis 2022. Alors, je vais me rendre serviette assez dans l'air. On peut aujourd'hui, assez dans l'air, parler des sols. Alors, il faut en parler de façon caricaturale, mais on en parle aujourd'hui. Donc, c'est devenu un objet social. Les politiques n'ont plus peur quand on leur parle des sols. Le ZAN, même s'il est imparfait, au moins le ZAN existe. Il y a une directive sol qui est en train d'être discutée à l'échelle européenne. Donc, les choses avancent, pas suffisamment, pas assez vite, on n'est jamais content. Mais en tout cas, oui, ça avance. Encore une fois, on n'en parlait pas avant, et le monde agricole, lui aussi, change, il abandonne, il lève de plus en plus la charrue pour aller vers d'autres pratiques. Voilà, j'essaie de terminer avec un verre à moitié plein. Hein. Estimons-nous heureux. Puis il y a des gens qui montrent les sols et qui montrent la beauté d'un certain monde agricole. Vous voulez présenter votre film en quelques mots? Donc ça, c'est ce soir au cinéma Les Carmes. Ouais, bonsoir.
Bon, si vous voulez poursuivre avec des images, dès ce soir, donc Cinéma Les Carmes, à 19h30. Donc le film, c'est une histoire, en fait, une histoire de Philippe Fouchier, mon ami, qui a vu l'érosion du ciel et qui a fait une enquête pour en arriver à la vie des sols, et que la solution, c'était la vie des sols. Et il va voir des agriculteurs qui font des belles choses, qui régénèrent la vie dans les sols. Et dans cette enquête, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment énormément de monde qui faisait des choses et qu'il fallait rassembler ces agriculteurs pour pouvoir justement qui se montrent. Ils avaient envie de se montrer. Hein. Tous ceux qu'on a vus avaient envie de se montrer. Et je vous invite à venir les voir ce soir parce que c'est vraiment touchant de voir ces gens et de voir les solutions et aussi de pouvoir discuter des problèmes de glyphosate. On parle de glyphosate. Marc-André Selos est là aussi dans le film parce qu'il a bien voulu intervenir. Je le remercie encore. Et voilà, donc cette enquête, le film, en fait, c'est vraiment l'histoire de Philippe qui a été remaniée au plus juste pour qu'elle soit dans le film. Voilà, donc c'est une histoire de quelqu'un qui fait une enquête sur la vie des sols, sans le savoir au départ. Et petit témoignage, une partie du film a été filmée dans le camp de Brésil, là où je suis né, c'était des grands champs, des grands aplats. Le sol, c'est un paysage à 2 dimensions. La troisième est arrivée par les éoliennes, pour remplacer les cheminées d'usine qui n'existent plus. Et quand j'étais petit, quand on allait de Caudry à Cambrai, route nationale toute droite, à chaque culture de betterave ou à chaque pluie, le sol dégueulait sur la route nationale. Bah, aujourd'hui, non, parce que manifestement, on fait de la conservation des sols, en tout cas de plus en plus de terres sont couvertes. Marc-André, merci beaucoup. Allez voir ce film, Hervé Payen, Cinéma Les Carmes, 19h30. Marc-André signe ses livres. Il y a un stand de la librairie Les Temps Modernes, c'est ça? Voilà.